Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de musique indépendante, de musique punk rock, de musique underground et plein d'autres choses. Aujourd'hui, à l'épisode, je reçois la personne qui détient le record mondial de l'invité qui est venu le plus souvent au Clash Podcast. Je reçois Guillaume. Guillaume aussi que vous avez vu, entre autres, plus récemment dans les derniers mois avec Culture Punk, avec Maud Dessureau. Et surtout, pour que le 5 septembre, il a sorti A Good One, son nouvel album. D'ailleurs, allez vous le procurer, allez l'acheter sur Bandcamp, faites la merch et tout ça. Appui visuel ici à l'appui pour ceux qui l'écoutent à la vidéo. Donc, évidemment, comme d'habitude, allez suivre ses réseaux sociaux. Guillaume, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de spectacles. Fait que vous allez avoir l'occasion de le voir à plusieurs reprises au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Sinon, si vous voulez encourager le podcast, j'ai un Patreon. 3$ par mois pour l'audio d'avance, 6$ par mois pour la vidéo d'avance, ou dans tous les cas, vous pouvez participer au concours quand j'ai des petites affaires à faire tirer. C'est exclusif au Patreon. Et si vous voulez encourager le podcast autrement, évidemment, juste partager les épisodes, les reels, les likes, les étoiles, tous ces petits cossins-là un peu qui peuvent me donner une bonne petite tape dans le dos. J'ai 2 nouveaux membres Patreon depuis le dernier épisode. On a LP Laroche, d'ailleurs, qui s'est réinscrit au Patreon. Il a fait un hiatus à un certain point, mais d'ailleurs, allez écouter, c'est le drummer de Hipshot. Je suis sûr que vous connaissez ce band-là, donc allez encourager ce band-là aussi. Et aussi, Fais ça simple a commencé à suivre le podcast sur Patreon, en fait. Donc, gros merci à Carl et Étienne d'avoir contribué à la version vidéo du Patreon. C'est super apprécié. D'ailleurs, je pense, là, au moment, je ne l'ai pas encore, mais je pense qu'il y a une petite pub de Fais ça simple en échange là, de ce service-là qu'ils me rendent en ce moment. D'ailleurs, si vous vous inscrivez au Patreon, ça va me faire plaisir de vous faire une plug gratuite sur le podcast comme ça. Donc, n'hésitez pas. Sinon, oui, un autre plug. Quand j'ai reçu Taxi Girls au festival la dernière fois, on a parlé du groupe Blue Oil pendant un certain temps et c'est venu aux oreilles de Manon qui était dans Blue Oil. Blue Oil qui est considéré comme le premier groupe entièrement féminin punk rock au Québec. Au Canada, je ne sais pas, mais je sais au Québec. Bref, elle était super smart. Elle m'a envoyé un vinyle de la compilation qui ont sorti, la réédition qui ont sorti il y a 2 ans, si je ne me trompe pas environ. Fait évidemment, super bonne musique, mais pour les nerds de musique comme moi, ça vient avec un Christy de gros livre, avec l'histoire du band. Fait que c'est hyper passionnant à lire en écoutant le band. Donc, merci beaucoup à Blue Oil. Sinon, t'as une petite plug. Je pense qu'il me reste plus de t-shirt peut-être à ce moment-là, mais je vais refaire des long sleeves d'ici Noël. Et vu que c'est Guillaume mon invité, je vous invite à chercher c'est quoi le Easter egg de Guillaume sur le t-shirt du Clash Podcast. Fait que je pense que même lui ne le sait pas. Non? Bon, on en parlera au pire tantôt un petit peu. Parce que d'ailleurs, c'est Case qui a fait le t-shirt. Donc, il y a comme un lien avec toute la merch que tu as fait toi aussi. J'allais dire, comme le Easter egg, c'est-tu que Case a fait de la merch à moi? Non, c'est des requests. Mais sur le t-shirt, on le voit pas bien. Mais si vous regardez les photos sur Facebook, il y a moyen de le trouver. Ouais. Fait allez voir ça puis achetez un t-shirt. Mais sinon, merci à Simon pour le montage audio. Et aussi, une autre affaire, c'est vraiment rare, j'ai une intro longue comme ça. Je recommence à faire des chroniques à Horaire Express sur Frisson TV. Frisson TV qui est une des dernières chaînes 100% indépendantes au Canada. Donc, c'est un petit peu le côté DIY punk de la télé qui sont là. Fait que je vais recommencer à faire des chroniques sur l'horreur et la musique. Donc, je vous invite à aller voir ça. Ils ont même maintenant l'application et vidéo sur demande en ligne, ce qui facilite les choses beaucoup plus. Je pense que c'est tout. Tiens, vu que Guillaume est déjà en avant de moi, vu que copyright unless you ask Guillaume and says yes, that's cool. Est-ce que, Guillaume, je peux faire jouer Small Talk en intro? Let's go! Parfait. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. Benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de Benpromo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. Ben Promo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. Benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. Benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, Benpromo est là pour ça.
On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de Slam Disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band Metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur bandpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des patchs, des macarons. Il distribue même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. Le Easter egg en arrière de mon album, c'est bon ça? Ah, ouais, c'est ça, c'est Easter egg Inception en plus dans tout ça. Tu l'as pas vu le Easter egg que j'ai fait? Non, c'est quoi? C'est... Là, je me souviens plus de la phrase. C'est une toune dans le surf qui dit c'est pas si facile. Attends, c'est ça? Ça paraît facile. Attends, c'est quoi donc? Et là, c'est. Apprendre la vague. Surfer, c'est pas si facile, je pense. Ouais. Mais il y a l'affaire avec la vague aussi. Je l'ai attrapé la vague. Ouais. En tout cas, il y a ça sur la photo. Il y a comme un bon moment que tu peux voir un peu ce qui est écrit puis tout. Fait que. Ouais. La toune, le surf devait s'appeler le surf, virgule, c'est difficile. Puis là, c'est difficile a pris le bord à un moment donné. À cause du virus ou. Non. OK. À cause que, je sais pas, je voulais que toutes les tunes de cet album-là startent par le ou la. Ah, tu vois, j'ai même pas remarqué en plus. Puis je voulais que ça soit court. Il y a des exceptions, là, mais comme c'est ça. Ouais. Je trouvais que le surf, c'est difficile. C'était comme long aussi, comme non. J'étais comme si je vais pitcher cette tune-là à des radios ou comme. Tu sais, des affaires de même où t'es comme, OK, on va y aller écouter la tune. Le surf, c'est difficile. Ouais. Quoi que ça aurait peut-être été meilleur. Ouais, ben tu coupes ça short, puis le monde, c'est plus catchy. Ouais. J'avoue que c'est un bon move quand même. Là. Puis d'ailleurs, le surf, que c'est mon seul featuring de acting ever vrai? dans l'histoire de l'humanité. L'animation, ça compte pas. Fait que, ouais. C'est vrai, ça? Ah, ouais. Avec d'ailleurs Boucherville en background. Oui. Ah, ouais. Et plein d'autres featuring. Hey, mais ça n'a pas rapport, mais j'ai repensé à ça l'autre fois. Tu sais, tu disais les titres de tunes. Je t'avais fait un livre un moment donné, je pense au Festi Rock de Saint-Colomban, la version acoustique. Ouais. Puis tu m'avais dit, je me sais plus quel album qu'on écoutait, puis tous les titres qui étaient écrits en majuscule, puis t'étais là, Chris, ça me gosse cette affaire-là. Je sais plus c'était quel c'est album. Jeff Rosenstock, clairement, qui a fait ça. Mais c'était pas Jeff Rosenstock, c'était. Tu sais, c'est un duo drum, guitare acoustique qui sont vraiment big aux States, mais ici... The Front Bottoms. Ouais, The Front Bottoms, ouais. Puis je me suis demandé pourquoi c'est comme une espèce de OCD. J'ai un espèce de OCD, puis comme... mais j'ai pas vraiment le D du OC, là. J'ai comme obsessive, compulsive, mais je pense pas que c'est un... En français, c'est... obsessif, compulsif. Trouble obsessionnel compulsif, mais j'ai pas le trouble. OK. J'ai pas... mais j'ai des traits. C'est comme c'est une affaire qui me gosse, mais c'est parce que là, c'est tout en majuscule, là. Ouais, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que c'est la typo fait que c'est en majuscule, je pense. Mais là, ces temps-ci, sur les médias sociaux, j'écris des fois en majuscule, puis c'est drôle, il y a une fille qui arrête pas de commenter, genre comme arrête de me crier après. Ouais, mais c'est ça, quand t'écris en majuscule, c'est quand tu veux. Moi, c'est ça mon référent aussi, c'est quand tu veux crier, ou si t'es Marie-Chantal Toupin. Tu sais, moi, c'est mes 2 référents. Ou un président américain. Ah, il fait ça aussi. Il fait ça. Ben là, il a arrêté de faire ça, mais comme. C'était son genre aussi. OK. Hey, mais ça me fait penser, parce que là, on va le montrer, là. Parce que là, A Good One, là, je sais pas, avec le reflet. Non, on le voit bien quand même. Là, c'est A Good One. qui était sorti le 5 septembre. Ouais. Je parlais plus dans le micro. L'affaire que je voulais savoir, c'est que là, j'ai vu que les tunes avaient été écrites pas mal entre, t'as dit 2021 puis 2024. Ouais. Puis on pense à tous les albums que tu as sortis dans ce comme bloc-là, il y a quand même des termes vraiment récurrents. Puis on voit vraiment que tu as comme une espèce de réflexion, autant un œil externe sur la société que le même œil que tu portes envers toi, je pourrais dire, sur comme les relations interpersonnelles et tout. Lui, c'est comment tu le différencies un petit peu des autres par rapport au thème? Par rapport au... OK, de 1, là, 2021, moi, je me rappelais plus que j'avais commencé à composer tout en 2021. C'est quand j'ai fait le ménage de mes démos sur mon cell que j'ai vu comme des noms de tunes que sur cet album-là
avec les dates de 2021 dessus. J'étais comme, ben voyons donc, ça veut dire qu'en 2021, j'avais des idées de ces tunes-là, puis je voulais les faire en anglais, ces tunes-là, puis là, 2021 puis 2023, j'ai sorti 2 albums, mais en français, puis j'étais comme... C'est que c'était des tunes que j'étais comme, whatever. Là, parce que 2021, il y avait Peur au ventre qui était sorti. Okay, 2021, de la Peur au ventre, puis I guess qu'il y a des tunes sur cet album-là qui auraient pu être sur la Peur au ventre si je les avais faites en français. Mais c'est comme une espèce de collection de tunes que à la base, je m'étais dit, genre... Je voulais vraiment pas faire un album thématique. Je voulais faire un album un peu éparpillé puis random. Puis le titre original de cet album-là, c'était Very Creative, Weirdly Poetic or Really High. C'est comme un gars en Suisse qui avait dit genre, hey, tu devrais... Genre, qui avait commenté à un moment donné sur Facebook que genre, ton prochain album, tu devrais l'appeler comme ça. Puis j'étais comme... J'ai écrit, j'ai fait, hey, pour de vrai, c'est quand même bon. Mais finalement, j'ai décidé de changer de nom. Mais à la base, tu sais, c'est 12 tunes. Puis dans ma tête, c'est 3 vibes différentes. C'est 3 fois 4 tunes. OK, ouais. Puis, mais là, ils sont pas mis dans un ordre que, genre... C'est pas par bloc, là. C'est pas par bloc, c'est comme un peu aléatoire. Puis comme, c'est pour ça que dans ma tête, il y a comme une espèce de... Il n'y a pas de thème qui est récurrent sur cet album-là, sinon... l'absurdité de la vie. Ouais, puis l'introspection, un petit peu, j'ai l'impression, des espèces de constatations comme un lâcher-prise, un peu, que j'ai trouvé là, sur certains sujets. Là. Ouais. Tu sais, on disait beaucoup, même 2021-2024, il y a eu Empathy qui est sorti aussi, qui parlait beaucoup aussi du rapport entre humains, comme quoi aussi que si on s'écoutait plus, on s'aidait plus, le monde irait mieux. Ouais. Puis là, il y a de l'espoir dans celui-là aussi, un peu de qu'est-ce que je vois. Fait qu'on dirait qu'il y a comme un peu l'aboutissement de... Un peu. Ben, I guess, c'est moi. J'imagine que c'est une réflexion comme constante que j'ai sur plein de thèmes. Puis, tu sais, je veux dire, je regarde les titres de tunes. Moi, dans ma tête, il n'y a pas un thème principal, mais tu sais, genre Hangover Cure, c'est une tune qui parle des lendemains de brosse, puis de mon questionnement comme... comme dans le fond, boire de l'alcool, là, c'est comme... à un moment donné, je T'as fait le tour. À un moment donné, je pense que je vais arrêter. Là. C'est ça que je dis dans le tour. À un moment donné, je vais peut-être t'arrêter, ou sinon, je vais suivre le conseil d'un gars qui s'appelle Carl, qui n'est pas Carl Wood. Dans le tour, je dis genre, je vais peut-être suivre le conseil de Carl, puis boire un verre d'eau, une bière, un verre d'eau, une bière, un verre d'eau, une bière. Puis c'est un gars que j'ai rencontré à un show à un moment donné, puis qui m'avait juste dit, hey, non, arrête pas de boire, c'est le fun, l'alcool, là, fais juste alterner, puis tout. Puis j'étais comme... Tu sais, mettons, ça, c'est une toune dans ma tête qui est comme funnée un peu, mais qui a une espèce de vraie réflexion. Une réflexion par rapport à comme l'espèce de la place que l'alcool a dans notre vie. Tu sais, Don't Compare, c'est une toune qui parle un peu de genre, justement, de genre que j'ai plus vraiment envie de me comparer à d'autres, puis que je pense pas que les gens ils devraient se comparer aux autres. Ça parle d'à quel point je suis comme tanné des estimes de médias sociaux. Puis là, en ce moment, justement, je lance un nouvel album. C'est indépendant. Puis là, j'essaie de pousser mon album, puis de préparer des statuts sur Facebook, sur Instagram, puis là, faire des vidéos pour TikTok. Puis genre, comme... Puis je suis tout seul en arrière de ça, puis je regarde ça, puis je suis comme... C'est vraiment la pire partie, selon moi. Tu sais, comme écrire les tunes, c'est vraiment le fun. Voyager avec la musique, c'est vraiment le fun. Jouer les shows... c'est le fun, puis tout. Puis comme, il y a plein d'affaires que j'aime, puis ça, je trouve ça tellement drainant. Là. Puis là, excuse-moi, là, je pars sur une espèce de truc, là, mais comme, genre, aujourd'hui, je regardais justement sur les médias sociaux, puis je voyais comme des bands que maintenant, ils utilisent ChatGPT pour faire leur statut Facebook ou Instagram, whatever. Puis je le sais, parce que je l'utilise aussi, ChatGPT, pour d'autres raisons, puis tout. Puis comme, je vois ça, puis je suis comme... la première affaire que je pense, c'est genre... vous utilisez ChatGPT pour faire vos statuts Facebook. Puis la deuxième affaire que je pense, c'est ben oui, c'est ça. Pour t'enlever ce job-là. Ben oui, c'est sûr que je les comprends de faire ça. Mais une partie de moi qui est comme mais tu sais, comme tu veux-tu vraiment comme essayer de reacher des gens en utilisant ça? Parce que c'est un peu moins personnel, je trouve. Ouais. Mais je pense que c'est parce que l'affaire, c'est que ça finit par se peaufiner puis devenir personnalisé plus tu l'utilises. Tu sais, moi, avec, je suis comme super
Moi, j'utilise presque pas, sauf que maintenant, tu sais, quand tu googles, c'est tout le temps quelque chose qui sort en haut. Mais je vois beaucoup de mes amis de mon entourage qui l'utilisent pour des conseils sur, tu sais, genre, quel resto aller avec tel critère et tout. Puis c'est hyper efficace. Puis souvent, c'est assez précis. Mais pour des affaires personnelles de même, on dirait que je serais comme pas game de le faire. Tu sais, surtout en plus que dans tes statuts Facebook, toi, personnellement, tu as un ton puis un niveau d'humour que tu utilises tout le temps. Fait qu'on dirait que ça se perdrait. Mais c'est parce que c'est ça. Puis moi, je suis comme un peu déchiré parce que je comprends justement l'atrocité qui est de genre essayer de promouvoir sa musique en ligne. Mais au final, genre, c'est ça. Je suis en espèce de réflexion comme c'est pas le fun d'utiliser ça. Mais je me dis, je pense que toutes ces affaires-là, ChatGPT puis tout ce qui va venir dans le futur, on devrait 100% arrêter de voir ça comme une fin, puis voir ça plus comme un outil pour arriver à ses fins. Parce que si t'arrives puis tu dis genre, je veux un statut qui promouvoit mon album, let's go. Puis que là, tu copies ça puis tu le colles. Je trouve ça vraiment, justement, inhumain, puis comme, c'est quoi genre, je sais pas. Mais si tu prends, puis là, après ça, tu commences à comme le réécrire dans tes mots, ou tu reprends une couple de mots, puis là, tu fais comme, rajouter ça, c'est cool, puis tout. Puis justement, tu brainstorm avec le... Mais après ça, comme... Ça serait tellement plus pertinent puis intéressant de brainstormer avec des humains, mais tu sais, genre, je sais pas. C'est parce que toi, t'es tout seul, t'es indépendant aussi. Fait que tu sais, c'est un peu comme n'importe quel projet artistique. Tu trouves le moyen de comment sauver du temps à certaines places pour pouvoir continuer à focusser sur les affaires principales. Tu sais, je le dis souvent là, au podcast. Là. Tu sais, moi, je fais les recherches, j'arrive ici, je fais l'entrevue, je fais comme « Yeah! » Puis là, je fais comme « Ah, tu sais, il faut que j'édite, il faut que je fasse les posts. Ceux qui lisent mes posts Facebook sont longs, puis je tag 800 personnes à peu près. Fait que c'est tout le temps la petite partie plate aussi. Mais l'autre truc du AI, c'est que malheureusement, si tu n'embarques pas dans le bateau, tu vas être dépassé à un moment donné aussi, 100%. comme on va dire nos grands-parents qui sont pas capables d'aller sur Internet, genre des affaires de même. Tu sais, puis tu sais que j'enseigne au cégep en ce moment, puis c'est une grosse réflexion que les profs, surtout au cégep, là, en ce moment, ils ont, parce que, tu sais, comme ils demandent à des élèves de faire on peut plus demander à des élèves de faire des travaux à la maison, puis tout. Puis moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est comme, mais s'il y a une nouvelle technologie qui arrive puis qui rend ce qu'on fait obsolète, ben comme on devrait peut-être se questionner sur qu'est-ce qu'on enseigne, puis pourquoi on l'enseigne. Parce que moi, je me dis... Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Puis comment l'enseigne aussi. Hein? Ben oui, puis comme je pense que le but, c'est d'enseigner genre plus des soft skills, puis plus des comment se servir d'outils, puis plutôt que de... Tu sais, genre, ça, c'est bien, ça, c'est mal, parce qu'au final, c'est comme... Ils vont le faire, peu importe. Là. S'ils ont l'option, ils vont le faire parce qu'ils l'ont, tu sais. Ben, puis c'est un outil qu'ils vont avoir dans la vraie vie, là, aussi, les jeunes. Tu sais, moi, au secondaire, je mettais le CD en carta, puis je faisais des copier-coller des textes que je trouvais dans les encyclopédies, là. Tu sais, fait il y avait comme de quoi de même déjà qui existait. J'ai eu une très bonne note, d'ailleurs, sur mon devoir en secondaire 2 sur Napoléon grâce à Encarta. No fucking way. Ah ouais. Hein? Ouais, sur CD. Wow. Fait que tu vois, c'est tellement surprenant, ça. Ouais, mais tu sais, c'est la technologie évolue, mais des jeunes, ça va tout le temps trouver le moyen de couper les coins ronds puis de pas faire des devoirs qu'ils trouvent plates aussi, puis tout ça. Là. Fait que voilà. C'est le segment les vieux qui crient après le ciel. Après les nuages, après le ciel. C'est bon. Mais tu sais, une affaire en plus, t'as parlé, là, ça me fait, je pense que c'est Don't Compare. J'avais... Le voice-over qu'il y a à la fin sur Mr. Rogers, Sinead O'Connor, d'habitude, quand que je Google, j'aurais dû utiliser les AI là-dessus, mais tu vois que c'est quelqu'un d'autre qui parle probablement que toi, puis que c'est un texte préenregistré. J'ai pas trouvé la source d'où que ça venait. Ah, ben c'est parce que l'affaire, c'est que là, en ce moment, on enregistre le podcast, puis l'album n'est pas encore sorti, c'est qu'il n'y a pas le crédit, genre, tu sais, genre, t'as juste l'album en vinyle. Oui, mais il me semble que je l'ai pas vu dedans non plus. Ah, je suis pas mal sûr qu'il est... fuck, je l'ai-tu oublié de le mettre? J'ai peut-être lu en diagonale aussi. Ça aurait été épais, mais c'est pas... C'est quelqu'un... C'est Vanessa Jean Speckman. Non, t'as raison, je l'ai pas mis. Ah, voilà. Eh ben. On rectifie les choses ici. Gadon, j'aurais dû. Je suis désolé, Vanessa. J'ai trop d'affaires à penser en même temps. Bref, Vanessa Jean Speckman qui joue dans un band qui s'appelle Call Me Rita. OK. J'ai joué des shows avec elle puis Micah Schnabel, je pense en 2023 ou un truc de même, novembre 2023. Puis comme j'aimais vraiment ça ce qu'elle faisait parce que c'est comme c'est du spoken word qu'elle fait dans le fond sur ses tunes, puis c'est full percutant, c'est full agressif, c'est full... Dans ma tête, c'est super punk là, ce qui se passe là, quand elle joue un show. Puis ce que j'aime beaucoup de voir, elle, jouer un show avec Micah qui a une guitare acoustique puis qui est plus genre, je sais pas, là, folk, avec une voix un peu rauque, mais comme ça reste folk, là, ce qu'il fait. Là.
elle, quand elle embarque sur le stage puis qu'elle gueule dans la face du monde, t'as comme plein de réactions dans les crowds. Puis genre, j'adore regarder ça. Ça te shake, genre? Ben parce que comme moi, dans ma tête, j'écoute ça, puis je suis comme, oui, genre, c'est super pertinent. Balance-moi tout ce que t'as à me dire sur genre à quel point les femmes se font enlever tous leurs droits dans ton pays, puis à quel point t'es en tabarnak après la société. Puis je suis comme, vas-y, girl, genre, prends le stage, s'il te plaît. Puis genre... Mais il y a d'autres mondes, j'ai vu des réactions comme des gens faire comme qu'elle chante donc ouais, mal. Puis je suis comme, c'est pas ça le point, okay, c'est pas. Parce qu'elle s'accompagne d'une guitare quand même. C'est Micah, dans le fond, qui joue de la guitare. Puis comme, qui joue de la guitare par-dessus. Puis elle, comme, j'allais dire, elle chante. C'est pas vraiment comme, c'est ça, c'est comme du spoken word. C'est que genre, elle parle. Puis comme des fois, il y a une agressivité dans sa voix qui fait qu'elle gueule. Puis c'est comme un peu. Allez écouter ça, Call Me Rita, si vous êtes curieuse. Tu sais, c'est un peu, tu sais, le spoken word en plus, tu sais, quand t'en pognes un bon, puis tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de monde en plus qui l'ont entendu quand ils checkaient des reels, même sur Instagram ou des choses comme ça. Tu sais, je veux dire, voyons, Henry Rollins, il en a fait plein aussi. Tu sais, c'est une espèce de immersion, puis souvent, c'est des longs textes de comme 10 minutes. Fait qu'au début, tu fais comme, OK, tu sais, je suis pas habitué à ça. Ouais. Mais à la fin, t'embarques vraiment, puis il y a vraiment souvent un crescendo qui monte. Il y en a un que j'ai écouté, le documentaire sur l'ouragan Katrina qu'il y a eu, là. Ça vient de sortir sur Netflix au moment où on se parle. Puis le troisième épisode, il y en a un, c'est un artiste, puis il fait justement un spoken word sur qu'est-ce qu'il a vécu. Puis tu sais, c'est captivant. Le plus tu écoutes ses mots, plus tu t'embarques dans le flow, puis dans le... C'est comme la poésie au final, là, mais elle c'est ça, je dis spoken word, mais comme c'est sur la musique. Là. C'est juste la façon dont elle chante. Elle chante pas, elle parle dans le fond. C'est pas du slam, là. C'est non, du spoken word, c'est ça. Tu sais, comme, tu connais-tu The Hold Steady? C'est comme, tu sais, The Hold Steady, dans ma tête, c'est comme, dans ma tête, j'appelle ça du spoken word. La façon dont il chante, parce qu'il chante pas vraiment, il fait comme juste dire comme I went to the bar last night. Mais genre, la musique est comme genre alternative, alternative indie, genre, puis là, c'est comme, t'as le gars qui fait comme I went to the bar last night, I met Ricky, he said he lost his job. Non, c'est comme juste comme, OK, c'est comme, en fait, dans cette style de musique-là, c'est intéressant parce que quand tu l'écoutes, il faut vraiment que tu sois dedans. Puis, genre, dans ma tête, c'est comme regarder écouter un film. C'est comme écouter un film. Tu fais genre. Puis tu peux le réécouter plein de fois. Tu sais, moi, c'est The Streets que j'ai en tête, là, le band britannique, c'est comme du hip-hop, mais c'est du spoken word, c'est des tunes de 10 minutes, puis il y a comme une espèce de boucle en arrière, puis il y a une montée, puis c'est vraiment très parlé et non rappé. Puis ça en a un autre, là, d'ailleurs, que si vous écoutez pas, allez voir ça. Mais ouais, c'est. The Streets. The Streets. Ouais. OK. Fait que. Parfait, mais j'ai vu souvent le nom sur les shows que tu as fait avec, mais j'étais sûr que c'était un band. Ben, ouais, dans le fond, quand ils jouent des shows, souvent, c'est genre Micah puis Vanessa. Les deux sont sur le stage. Micah, c'est sa guitare acoustique. Vanessa, elle fait juste chanter. Des fois, elle joue un mélo. Drone? Une espèce de flûte bizarre de même. Mais c'est ça. Puis des fois, ils sont en full band, mais c'est plus rare. OK. Parce que l'argent. Et voilà. Et la tournée. Là, c'est ça. Sinon, sur A Good One, une affaire que je voulais aussi, on va dire, demander. La chanson The Risk sur l'album, l'affaire que j'ai marquée, ou je sais pas si c'est moi qui l'interprète d'une manière que c'est vraiment différent, tu as une espèce de côté, tu sais, je parlais de lâcher prise tantôt. Tu sais, on dit, tu sais, don't get better, it doesn't get better, puis c'est bien correct, c'est un petit peu ça que ça dit. Est-ce que c'est un peu une réflexion sur ton rapport, disons, avec ton côté artistique, ton côté musical? On peut le voir comme ça. The Risk, c'est vraiment une drôle de chanson que j'ai composée de la manière suivante. Je faisais des démos à la maison, puis j'avais envie d'aller aux toilettes, c'est que je suis allé faire pipi. Puis quand je suis allé faire pipi, j'ai débranché ma guitare. Le jack de la guitare a tombé à terre, puis a touché du métal. OK. Puis quand je suis revenu, puis quand je suis parti, tu sais, ça a fait un espèce de feedback. Ça fait de... Puis j'étais allé faire pipi en faisant comme « Hey, c'est hot, cette note-là. » Puis là, j'ai chanté cette tune-là dans ma tête. Je suis revenu. J'ai pris mon téléphone avec le son encore du feedback. J'ai chanté la tune. Puis après ça, j'ai fait « C'est une tune, ça. » Ah ouais? Mais c'est à cause de la note que le feedback faisait ou tu l'as comme... Fait que tu l'as comme fait sur une note quand tu l'as enregistré la première fois? Parce que la tune, elle a juste une note pendant comme les 45 premières secondes. Puis après ça... Je pense que j'aimais pas. Ah, OK, ouais. Ouais, c'est juste une note. Puis à un moment donné, il y a comme une autre note. On monte d'un ton. Après ça, on monte d'un autre ton, je pense, ou de 2 tons. Puis après ça, on revient à l'autre note.
Puis c'est-tu la note du feedback ou c'est genre, OK, c'est vraiment littéralement, la note du feedback qui était bizarrement, qui tombait comme sur un si, là. Okay. J'étais comme, ouais, c'est ma note. Le si, c'est ma note, dans le fond. T'es comme un peu Tom Morello. Ouais. Avec ton... Tu sais, tu joues avec ton fil de guide, puis ça donne un son. Ouais, puis... mais c'est ça. C'est que cette tune-là, genre, les mots de cette tune-là sont un peu sortis comme de même. Tu sais, quand je dis j'ai chanté, genre, comme... J'ai chanté avec mon iPhone, puis j'étais avec le son de feedback, puis j'étais comme « The risk is too great for me ». Puis j'ai pas trouvé tous les mots au début, mais j'ai trouvé toute la mélodie, puis toute la tune. J'étais comme « Ah, ça ferait un bon interlude ». Puis là, avec Lost Love Empathy, j'avais fait un interlude, justement, puis un outro, puis je trouve ça comme... Je pense que je vais peut-être faire ça plus souvent, parce que j'aime quand même assez ça, des espèces de... C'est comme des espèces de... Des ondes tampons, un peu. Ouais, des ondes tampons pour comme... je pense que la prochaine fois, par contre, je vais faire de quoi comme avec Lost Love ou quelque chose de plus comme punk. Je pense que je vais m'assurer que ça soit comme vraiment comme... Justement, que ça soit comme une espèce de truc... hop, ça t'amène dans une autre vibe. Tandis que là, dans ma tête, c'est un peu random. Je l'ai mis au milieu, justement, parce que j'étais comme... Ah, ben, tu sais... Mais tu sais, c'est quand même une tune complète aussi, tu sais. Mais ça me semble c'est pas comme une affaire de 30 secondes là, ou un petit intro, mais... Non? Je pense que c'est une tune d'1 minute. Ah, pour vrai, j'ai pas remarqué ça en plus, là. Ah, mais après ça, tu sais, il y a comme une espèce de drum dessus. Puis ça, c'est vraiment spécial parce que comme quand je l'avais envoyé à Frank Turner pour qu'il mixe, c'était comme vraiment le son du drum, c'était vraiment genre tout. C'était comme vraiment genre, je sais pas comment l'écrire, très minimaliste, puis très genre. J'ai dit comme, tu sais, fais comme tu veux avec. Puis là, il m'a envoyé une première version du mix qui sonnait pas mal comme la version de l'album, ou comme c'est full. Je sais pas, c'est comme full, on dirait que. Je sais pas comment l'expliquer, là, c'est comme deep, là, comme on dirait que c'est comme un drum qui est enregistré dans la cage thoracique de quelqu'un. C'est genre In the Air Tonight de Phil Collins. Ouais, genre, peut-être c'est ça. Là, je pense qu'on a fait un call à cette tune-là dans un autre podcast ensemble, mais je ne sais plus pour quelle tune. Ouais. Un début de tune qui faisait tu. Je sais pas, mais... C'est Born and Board, je pense. En tout cas, bref. Ah oui, oui, la première tune de Born and Board fait ça. D'ailleurs, anecdote croustillante, que maintenant, j'ai vraiment aucun problème à parler de ça, parce que c'est intéressant. La peur au ventre, quand j'avais, avec Music Mansion, quand on a sorti, je pense, le deuxième single de La peur au ventre, ou je me rappelle plus c'était quelle tune, mais on l'avait envoyé, puis là, il avait dit comme, OK, on l'envoie à la radio, cool. Puis là, il m'était revenu en me disant comme des commentaires sur la tune pour faire les modifications. Qu'apparemment, ça se fait encore en 2025 demandant un genre, elle était finie, la tune. Oui. OK, ouais. Puis là, il était comme... Puis dans les commentaires, c'était écrit genre... Ça prendrait une espèce de surprise de Tom au début. Puis là, j'étais comme Phil Collins, c'est quoi? Facile à rajouter en plus. L'expression surprise de Tom, c'est... J'ai envie d'écrire une tune pour l'appeler surprise de Tom, puis parce que je trouve ça vraiment bon comme expression. Okay. Mais ça, il a fallu... Genre, dans le fond, tu as juste plugué la passe de drum au début. Il n'a pas fallu que tu réenregistres parce qu'il faut que tu refasses un mix puis un master si elle était complète en plus. Ou Ouais, ben c'est ça, ça arrive des affaires de ouais, crime, c'est la première fois que j'entends parler de ça. De mes tunes, il y en a, il y en a une qui a vraiment eu un radio edit pour raccourcir l'introduction. OK. Je me rappelle plus laquelle, c'est peut-être Béatitude ou quelque chose comme ça. Ouais, ça se peut. Ouais, mais j'avoue que couper, c'est plus facile que rajouter, j'imagine. Ouais. Puis, tu as mentionné Frank Turner, qui a comme mix et master, justement, le nouvel album. Tu l'as-tu approché avant d'y avoir parlé? Parce que vous avez fait des shows ensemble. Tu sais, il est venu au Poudja, tu as fait aussi, t'as ouvert pour son, je me souviens plus c'était quoi, le Lost Evenings. Ouais, son festival à lui. Fait que c'était-tu la première rencontre? Ma première rencontre avec Frank Turner, c'est que, dans le fond, en 2017, j'ai envie de dire... Ouais, à peu près. Il a joué un show au Metropolis, puis comme c'était à une époque, genre, tu sais, je savais qu'il jouait des shows des fois après des shows. Genre, je t'ai entendu parler de celle-là, je pense. Ouais, j'ai-tu raconté au podcast? Non, je pense que c'est Noé Talbot qui me l'a conté. Ah ouais? Ah, c'est vrai, je pense qu'il était avec moi. C'est que c'était sûrement en 2000... Non, c'était en 2017, parce que 2016, on l'a vu, mais c'était au Corona, puis 2017, c'était au Metropolis. Puis, moi, je lui ai envoyé un tweet à l'époque. Puis j'ai dit, genre, hey, tu vas jouer Any chance you're playing a secret show after your show? Puis là, il m'a juste répondu, hey, trouve-moi une place, puis je vais jouer. Ah ouais. C'est que là, j'étais comme, j'arrive, je texte, genre, mettons, je texte quelqu'un au fouf pour essayer de voir, hey, on pourrait avoir Frank Turner au fouf, c'est cool, puis tout, pas de réponse, là. Je pense que, genre, j'avais comme essayé plein de places, puis ça marchait pas. Puis là, finalement, j'avais peut-être trouvé une place, puis là,
Là, j'ai envoyé un message, je suis comme, hey, juste pour te dire, j'ai peut-être un bar, là, je pense que c'est le You're Mad qui aurait peut-être été down ou whatever. Puis là, il m'a dit comme, hey, désolé, j'ai trouvé un endroit où jouer. C'est un condo dans le Vieux-Montréal. Mais, hey, amène tes amis, amène de la bière, puis viens-t'en. Il m'a donné l'adresse. C'est que là, j'ai comme texté une couple d'amis que je sais qui aiment bien ça. Je me suis fait, hey, venez-vous-en, on y va. Puis là, c'est là, la première fois que je l'ai rencontré. Puis comme en 2024, janvier 2024, il sort comme que son festival. Dans le fond, lui, il fait un festival depuis, ça fait 7-8 ans. Là. Ben, ça fait 7-8 éditions, je sais pas si ça fait 7-8 ans. Qu'à toutes les années, il change de ville, dans le fond. Avant, il le faisait juste en Angleterre, puis il changeait de ville en Angleterre. Mais là, il a été à LA, il a été à Boston, il a été à Berlin. Puis là, l'an dernier, il était à Toronto. Puis je vois qu'il sort ça, puis que c'est à Toronto. C'est que là, moi, la journée où il sort l'annonce qu'il va faire ça, j'ai envoyé un email, puis j'ai dit juste, hey, je te rappelle pas de moi, mais genre comme, t'as fait un house show après un show à Montréal. Là, j'y explique un peu, je dis comme, hey, regarde, je joue de la musique, voici ma musique, j'aimerais ça. C'est un bon fit en plus. J'aimerais ça, genre, jouer sur ton festival si c'est possible. Puis je dis un peu comme, tu sais, tant qu'à faire ton festival à Toronto, j'imagine que tu vas avoir des artistes canadiens, puis tu sais, comme, ça te prendrait des artistes québécois, je pense, sur ton festival canadien. Parce qu'il y avait Dirty Nils, il y avait No Bro aussi, puis tout, là, ouais. Ben, Dirty Nils sont ontariens, là, mais. Ouais, mais canadiens, mais c'est ça. Ah, mais non, mais c'était pas mal juste des artistes canadiens sur son festival. Ouais. Il y avait Martha. Wainwright okay. Elle était là. Il y avait, sur ma soirée, il y avait Thunder Queens qui jouait de OBGMs qui jouait. C'est vrai. Martha Wainwright, vraiment... en plus, qui avait le Ursa ou que le surf aussi a été tourné. Tu vois, il y a des liens dans tout. C'est vrai. Mais quand je lui demande, il me répond, genre super rapidement, genre en dedans de 2 heures. Il me répond, hey man, je peux pas rien te dire. Il me dit, genre, cool, ta musique, ça sonne bien, pis tout. Fait que je sais pas s'il l'a écouté ou pas, là, sûrement, dans ma tête, sûrement pas. Il a peut-être écouté rapidement 2-3 tonnes, puis il a fait, OK, ouais. Puis il m'a dit comme, tu sais, laisse-moi ça entre les mains, je te dis si... Je te redonne des nouvelles si je peux make it happen. Puis dans ma tête, j'étais comme, ben au moins, il a été nice, il m'a répondu. Mais je vais pas jouer son festival. 2 mois plus tard, je reçois un email de son agent qui me dit, hey, voici une offre pour un show. Là, je suis comme, hein? Puis savais-tu que c'était l'agent de Frank Turner ou il n'y avait pas de. Oui, parce que à cause du Poudia, je connais l'agent. Je connais, c'est un agent comme qui book des gros bands. Là. Comme c'est l'agent de Bouncing Souls, puis de Municipal Waste, puis des affaires de même. Puis là, je suis comme, c'est vraiment drôle que cet agent-là, que des fois je deal avec pour d'autres affaires, là, c'est lui qui m'envoie une offre. Là, j'étais comme, puis c'est quoi l'offre? OK, c'est que là, je suis comme, oui, let's go, je vais le faire. C'est que là, je vais jouer son festival à Toronto. Qui a été sûrement c'était en septembre 2024, c'était comme sûrement un des meilleurs shows, un des shows les plus gros et cool en même temps. Gros, cool, rewarding, tu sais, comme à la fin de la soirée, genre j'étais quasiment en train de pleurer, là, j'étais comme genre c'était comme vraiment émouvant comme moment parce que tu sais, j'ai joué devant comme vraiment un bon crowd, tu sais, genre je sais pas, il y avait peut-être 200 personnes, peut-être 300 gros max. Mais il était attentif. Il était tout attentif. Ouais. Puis après ça, comme j'ai genre à la table de merch, les gens venaient me dire hey, je savais pas t'étais qui, mais crime, c'est en plein dans mes goûts. Puis tout. Genre, j'ai jamais vu. Il y avait une file de genre 50 personnes à ma table de merch pour moi. Puis là, j'étais comme voyons donc, ça m'est arrivé toute ma vie. C'était vraiment touchant comme moment. Après ça, genre, je lui ai écrit en disant comme hey, j'ai écrit 2. Je me rappelle plus comment dans l'ordre dans lequel ça fait, mais genre j'ai dit hey, en passant, genre j'aimerais vraiment ça que tu viennes à mon festival, c'est genre c'est cool. Puis j'ai vu que genre qu'il avait mixé des albums, puis j'étais comme serais-tu genre disponible pour mixer mon album, tu sais, genre il avait mixé l'album de Micah Schnabel que j'avais vraiment aimé. J'avoue, j'ai pas regardé tout ce qu'il avait fait comme travail de il en a pas fait beaucoup là, il a fait genre de Mefs, il a fait Micah Schnabel. Là, je sais qu'il y en a une couple d'autres qui va faire prochainement. Mais tu sais, pour lui, c'est comme quelque chose qu'il a commencé à faire durant la pandémie parce qu'il ne pouvait plus tourner. C'est qu'il a appris comment mixer, puis masteriser, puis enregistrer. Puis... C'est que là, comme, sur le coup, il m'a dit comme ouais, j'aurais du temps, puis toi, tu veux faire ça quand? Puis là, j'étais comme hein? Ah ouais. Là, j'ai dit pour quel prix? Comme c'est quoi Frank Turner? Dans ma tête, il doit être millionnaire, ce gars-là, dans le sens que s'il n'est pas millionnaire, s'il est pas millionnaire,
il doit être proche, là. C'est que je suis comme, comment tu charges pour un affaire de même? Puis il m'a genre chargé moins cher que comme si j'avais fait mixer ça par n'importe qui à Montréal. Okay, ouais. C'est que j'étais comme, ben là, je serais cave de. Je regarde c'est qui a mixé tes autres albums. Non, ouais. Non mais tu sais, genre, il m'a chargé un prix que comme. J'étais comme, ok, comme il va-tu botcher la job? Puis finalement, non, comme le premier. Mais ça, je n'entends de plus en plus parler. Hey, là, c'est con, là, si j'oublie son nom, là. Puis, honte à moi d'oublier son nom, mais c'est celui qui a autant travaillé avec Nirvana qu'avec Fan là, de Trois-Rivières. Il est décédé l'année passée. Hein? Tu m'as perdu à il est décédé l'année passée. Oui, c'est un... Je vais le chercher au pire quand la caméra sera sur toi. Je vais... Ouais. Mais en fait, lui, son but, c'est de pas faire ça capitaliste non plus. Évidemment, il y a des propos punk en arrière de tout ça. Puis il fait au taux que la guilde propose. Là, j'ai parlé à Louis-Charles Berthiaume aussi qui fait ça avec le gars de William Scream. Ouais. En ce moment avec Dead Alright. Je pense que c'est pas un spoiler là, parce non, qu'ils font des stories et ouais. tout. Puis lui, avec, c'est la même affaire. C'est super abordable. Souvent, le monde sont surpris à quel point tu as plusieurs personnes qui sont big dans leur musique, mais qu'en mix puis en master, ils font à un prix hyper raisonnable. T'sais. Ouais, ben aussi, je pense que à ce prix-là, il le fait pas pour le cash, puis il le fait pour, comme justement, parce qu'il est intéressé par le projet. Puis il apprend là-dessus aussi. C'est ça qui est intéressant. Moi, le premier email qu'il m'a envoyé avec le premier mix d'une première tune, il m'a dit, envoie-moi des notes, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je change. Fait que là, j'ai envoyé un premier email. Dans mon premier email, je disais combien d'échanges comme ça on a, tu sais, genre, pour le prix que je paye. Il m'a dit à l'infini. Comme pour de vrai, mais je m'en fous, là. On va passer le temps que ça prend pour mixer ça. Tu peux me dire qu'il va y avoir 25 versions par tune, comme let's go, on le fait. Là. Mais en faisant ça, ce qui ouvre la porte. D'ailleurs, c'est Steve Albini que je cherchais. Steve Albini. Tu sais, c'est un bon moyen, je pense, de faire ça, parce qu'à un moment donné, à force de demander des changements, je pense que la personne qui demande des changements va se mettre un filtre à elle-même de là, genre, ça fait 4 fois, je dis, là, c'est correct. Là. Au lieu qu'ils disent 3 fois, mais que tu aies comme une espèce de tension de savoir ça, c'est ma dernière shot, puis ça me tente pas de te payer après, puis ça fasse de la merde. Puis le maximum qu'il y a eu, je pense, c'est qu'il y a eu 8 changements sur une tune, puis c'était comme vraiment des détails très épais sur comment le drum sonnait. Je pense que c'était comme Hangover Cure qui... Comme au début, le drum sonnait trop big, là, c'était comme trop comme overproduced. Puis j'étais comme ouh. Je voulais ça smooth. Je voyais ça comme une tune un peu folk. Là, là ça sonne comme genre bam, comme arena rock quasiment. J'étais comme. Mais est-ce que ça serait une affaire qui pourrait se faire comme Frank Turner mix? Tu sais, genre, des fois, du monde qui ressort des albums sur le mix d'une telle personne. Des fois, mais ça serait pas pire, les tunes comme un B-side que tu sors avec ses versions à lui. Là, ouais. Mais c'est ça, au final, il a été super smart sur toute la ligne. Puis là, d'ailleurs, je sais pas si ça va sortir pour de vrai parce que je sais pas. Il me dit que ça va sortir, mais je sais pas. Sur son dernier album, la première tune de l'album s'appelle Do One. Puis comme il l'a traduite en japonais, en espagnol, en allemand. Il a fait une couple de featuring avec des gens de différents pays. Puis là, moi, j'étais comme, tu l'as-tu en français? Puis il a fait, ben, j'étais supposé peut-être travailler genre avec quelqu'un en France, mais comme, pourquoi? Je suis comme, ben, tu sais, au Québec, on parle français. Puis genre, je dis, je pourrais le faire comme avec ça serait peut-être, tu sais, comme cool. Je sais pas. Oui. Puis il y a eu le temps de t'écouter en masse pour savoir qu'est-ce que t'étais capable de faire aussi. Ouais. Puis là, il m'a dit comme, ben, tiens, envoie-moi une version, puis let's go. J'ai fait, OK. Fait que là, j'ai fait ça. Alors, chanson très difficile à chanter parce que comme elle est super aiguë. OK, mais ça serait... il veut faire une tune que quelqu'un en français a écrit ou lui a écrit une tune, t'as traduit? Lui, dans le fond, c'est le single, c'est la tune qu'il a écrite, mais qu'il l'a traduite en plein de langues. Okay. C'est qu'il y a plein de versions de cette tune-là en plein de langues. Puis, dans le fond, il fait des features. Il chante en espagnol, il chante en allemand, il chante, il se fait il prend une écriture genre phonétique pour être capable de le lire, là, souvent. Là. Mais il parle un peu français, c'est comme ça va pas être si pire, mais j'ai pas eu de feedback là-dessus, c'est que ça se peut que ça sorte jamais non plus. Okay. Mais c'est cool pareil. Mais il m'a comme dit au Poudja, justement quand je l'ai vu, il m'a dit comme hey man, j'ai pas oublié en passant là, genre j'ai tout l'été là, comme je suis occupé ma rêve, j'ai plein de festivals, mais comme après ça c'est sur ma to-do list, puis j'étais comme OK. Ouais, mais là, j'imagine que c'est pas lui qui a fait genre, je sais pas, genre 25 shows en 24 heures ou une affaire de même. Ouais, c'est pas lui qui a fait un stunt comme ça. Il y a un record Guinness de genre le plus de shows en 24 heures. Dans différents endroits. Ouais, dans différents endroits. Ouais. C'est peut-être toi qui est un petit peu occupé pour gérer ça, puis il va voir. Il joue beaucoup de shows. Ouais. Mais penses-tu que le fait... tu
sais, je sais pas, toi, de la manière comment tu vas comme le promouvoir, mais est-ce que tu penses le fait que le nom de Frank Turner, à comparer les autres albums que tu as sortis, tu penses qu'il va quand même avoir un petit genre 5-10% de plus de rayonnement, en fait? 5-10%, c'est exactement ça que je pense, pour de vrai. Au début, je me suis dit, tu sais, mettre Frank Turner dessus, peut-être qu'il y a comme genre... Parce qu'il va le partager, tu sais. Ben oui, il est supposé l'avoir fait, là. Mais, oui, c'est ça, c'est vrai. Moment où ça sort le 9 octobre, mais avec les Patreons avant. Fait que dans les deux cas, l'album est sorti. Ouais, l'album est sorti. Il est supposé le partager, mais genre, au début, je me suis dit, il y a full plus de monde qui vont écouter ça, mais 5-10%, c'est très... En fait, c'est raisonnable. C'est même conservateur, je pense. Là. Je pense que oui, parce que là, juste en pré-vente d'albums, j'en ai pas vendu vraiment beaucoup, mais comme, tu sais, je le vois, là, les gens qui l'achètent, que c'est dans le fond des gens qui sont des fans de Frank Turner, qui m'ont découvert soit à son festival ou au festival de Dave House que j'ai joué à Philadelphie. OK, des trucs genre que t'as shippé dans le fond. Là. Ouais. OK, ouais. Ben là, on peut plus shipper aux États-Unis, là. Ouais. Mais tu peux plus shipper ou c'est juste ça coûte trop cher? Ça faut que tu t'inscrives à une espèce de pour vrai, je savais pas ça. D'application américaine, puis que tu déclares tout, puis tu leur donnes genre toutes tes informations. Là. Moi, je suis sketch. Mais ouais, c'est ça. Là, demain, je vais essayer d'en shipper un vinyle, mais en disant que c'est un cadeau, parce que je veux voir, ils vont-tu faire comme non, tu peux pas mais ça, tu vas pouvoir faire ça une fois, tu sais. C'est ça, mais je suis curieux de voir si je peux le faire. OK, ouais. Parce que là, quelqu'un au Michigan qui veut mon album, maintenant. Ou au pire, qu'est-ce que tu fais? Check ça. Hey, là, c'est sûr que le Big Brother nous écoute, là. Mais fais ça, mais s'il faut que tu le fasses plusieurs fois, demande à différents amis si tu peux mettre l'adresse de retour. Comme ça, au pire, si ça revient... Ouais. Tu sais, si t'as quelqu'un que tu connais, tu sais, puis le monde, ils vont avoir le lien. Puis toi, tu vois, tu peux faire ça. Tu sais, à moins que... Je pense pas que tu fasses... je sais pas combien d'albums tu peux envoyer, mais j'imagine que ça sera pas 200 non plus. Non, sûrement pas. Sûrement moins que 50. J'en ai printé 300 d'albums, puis là, à la date à laquelle on se parle en ce moment, il en reste un peu plus que 200, puis l'album n'est pas encore sorti. Je suis comme, c'est quand même bon. Là, mais c'est ça. Est-ce que le test a été positif de ce côté-là? Penses-tu que c'est une affaire que tu referais? Parce que là, il sort 5 septembre, mais tu le vendais... Tu as commencé à le vendre au Poudre en mai aussi, hein, c'est ça? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une... J'ai vu plein d'amis qui m'ont dit comme ton album, il est pas sorti déjà? Puis je suis comme... Ouais, mais c'est du monde déjà proche de toi, tu sais. Mais ça, mais je suis comme... non, il y a une espèce de confusion par rapport à ça. Puis surtout que j'ai sorti 3 singles. Ouais. Puis que... Je sais pas. Mais... Je sais pas si tu le referais, en fait. De le sortir physiquement avant? Ouais. Non, ça, je le ferais 100%. Okay. Je sais pas... C'est un bon move parce que tu sais, de sortir une copie physique, puis le monde, ils font plus mais parce que des bootlegs comme avant non plus. Fait que ça fait que tu as déjà du monde qui écoute tes tunes avant que ça soit rendu gratuit sur Spotify. J'ai fait des guillemets, là, mais c'est quasiment ça. J'ai eu... je pensais qu'il allait y avoir plus de monde qui allait être comme un peu curieux de ça. Mais j'imagine que je suis pas un artiste assez comme gros pour que le hype soit comme vraiment là. Mais comme je te dis, j'ai vendu comme, je sais pas, 80 albums entre guillemets en pré-vente. C'est que pour moi, ça, c'est quand même bon. Mais est-ce que t'aurais-tu pu faire ça si t'avais été sur un label? Parce que là, t'as dit ça là, tu le sortais indépendamment. Penses-tu que c'est un move que ça aurait été plus compliqué à faire? Parce que peut-être qu'il aurait voulu justement tenir plus les rênes à ça. Là, fait que... Moi, je pense que oui. Hey, en plus, on peut-tu faire une plug? Parce que tu es indépendant, mais tu vas être sorti sur un autre label aussi. Ah oui! Hey, moi, je suis super excitant en plus. Il va falloir que j'invite Wood puis le Do It Together crew à un moment donné pour parler de ça. Mais tu vas être où tu es parce que là, c'est compliqué. Là. Moi puis Wood que vous connaissez d'ailleurs. Le Wood. Sweet Mess plus récemment. Mais tu sais, sinon, il a joué dans les 54, il a joué dans le Sac la Marde, il a joué dans une tonne de bands. Allez écouter l'épisode avec Sweet Mess pour en apprendre plus. On s'est parti un label, puis lui, il était dans l'Œil du Tigre Records, un autre label qui a toffé, je pense, 12 ans, c'est pas plus, peut-être 15 même, puis qu'il y avait des gros bands là-dessus. Tu sais, genre, ils ont sorti des albums, je pense, des 54, ou une compile des 54, Malajube, Milankou, puis tout ça. Tu sais, il y a vraiment des gros solids aussi, puis des choses comme ça. Il m'a demandé si je voulais partir un label, puis évidemment, c'était dans ma bucket list. Puis Rough Times Records, qui est la première sortie sur ce label-là, sera justement... tiens, si tu veux le montrer. A Good One de Guillaume. Label de cassette. Fait que ça va sortir en cassette.
J'entends en crime des avoirs après toute la saga qu'on a eue des sorties. Tu sais que comme les cassettes, là, c'est l'affaire qui fait le plus capoter les gens. Genre de les révoltés? Non, les gens normaux, genre, mettons... Tu sais, mettons... Ils catchent pas, là. Mettons, là... Essaye d'expliquer à comme quelqu'un comme que ton album sort en cassette, comme quelqu'un de, comme, entre guillemets, normal, il va faire comme... Il va rire. La première réaction, c'est comme... Mais non, tu me niaises. T'as des cassettes. Mais moi, en plus, c'est tellement facile à justifier. Là. Mais tu sais, je suis aussi des pages de collectionneurs de cassettes. Ouais. Puis là, évidemment, vu que, on va dire, c'est obsolète comme média, ben tu sais, les cassettes qui valent quelque chose d'il y a longtemps, puis tout ça, le monde, j'en vois, là, tu sais, il y a des cassettes qui se vendent comme 200$, là, tu sais, de band metal de 1982 du Québec, des choses comme ça. Mais dans ce cas-là, c'est que la cassette, c'est économique. Mm-hmm. La marge de profit est plus grande pour les bands quand ils vendent ça à leur table de merch parce que le coût est bas. Fait que tu as comme une grande rentabilité. Ouais. Ça va plus dans tes poches en termes de pourcentage. C'est sûr que le montant est plus bas qu'un vinyle, mais aussi, un vinyle, autant que l'objet il est cool, une cassette, tu peux l'acheter n'importe quand, la crisser dans ta poche, puis pas avoir peur de la péter tout le long. Puis c'est un bel objet aussi, puis tout. Fait que je trouve qu'il y a comme autant que du monde qui achète des vinyles qui n'écoute pas le vinyle, ils vont l'écouter sur Spotify. La cassette, c'est la même chose. Là. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose que moi, je suis comme craqué de ça. Je pense que le monde va vouloir aussi, tu sais, si tu as moins de budget, t'acheter une cassette, je sais pas, 10, 12, 15$, ben c'est moins cher qu'un vinyle qui peut être comme 30 à 40$, 25 à 40$ selon là, quel tu fais. Fait que, ouais, bien hâte de ce projet-là. J'ai hâte de voir ça. Ouais. La cassette. C'est la deuxième fois que je sors une cassette. Oui, je le sais. J'ai ça en note, justement. J'ai fait mes recherches sur Pencil Records. Ah ouais, ça s'appelait comme ça? Nice. Comfortable Scars? Ouais. Ouais. Tu te souviens-tu, c'était quoi Pencil Records? Non, mais j'ai l'impression que c'est des gens en France. Peut-être les gars de Watermain, j'ai l'impression. J'ai pas la note, ouais. Qui nous ont... je me rappelle plus. J'ai l'impression que c'était eux. Puis c'était comme genre, voulez-vous qu'on fasse des cassettes de Comfortable Scars? C'était comme... en 2017, j'ai l'impression que la version cassette est sortie. Puis comme... J'étais comme, ouais, combien ça va nous coûter? Puis là, c'était comme, on en ferait juste 50, puis genre, tu sais, prenez-en comme vous voulez, là. Puis comme, je pense qu'on en avait pris, je sais pas, là, 30 ou 40, puis ça avait coûté comme 2€ la cassette, là. Ouais, crime, c'est encore ça. Les prix ont monté. Non, mais c'est ça, là, c'était comme une espèce d'affaire ridicule où on a donné comme, genre, 100€ ou 150€, puis on a reçu une pile de cassettes, puis j'étais comme, ouais. Les avez-vous toutes vendues? Ouais. OK. Ouais. Ça a pris peut-être 2 ans, là, mais comme... OK, quand même, ouais. Je pense qu'il m'en reste une ou deux. Puis il y avait 2 versions. Il y avait la version orange puis la version noir et blanc. Ah ouais, c'est ça. Parce que, dans le fond, c'est le cover de Comfortable Scars qui est déjà en noir et blanc. Puis on disait qu'on a la version normale. Puis il y en a une qui ont fait comme, on va printer tout en orange. Puis j'étais comme, OK. Mais le pire, c'est que, tu sais, si tu vas chercher 2 personnes qui sont, on va dire, tu sais, qui est accro à ce genre d'affaires-là, tu sais, de Fear of Missing Out, puis de collectionner tout au complet, t'as souvent vendu 2 cassettes en même adresse une couple de fois, tu sais, ou à la même personne. C'est arrivé une fois que j'ai un souvenir, il me semble que quelqu'un a fait comme, vous avez 2 couleurs, je vais prendre les 2. Ouais, c'est ça. À ce prix-là, en plus, pourquoi pas, tu sais. Oui. Ouais. Là, d'autres trucs aussi que je voulais parler sur l'album A Good One. Oui. Le truc... Parce qu'on va parler aussi du staff qui a travaillé là-dessus. Première affaire que je te demandais, en fait, c'est que Michael de Bucky Harris, tu l'avais même... Je me souviens, c'était une question que j'avais oublié de te poser la dernière fois. Ouais. Puis il fait... De ce que j'ai compris, c'est qu'il revise tes textes un petit peu. C'est quoi la job qu'il fait par rapport à ton texte? Dans le fond, là, c'est que mon anglais est très bon. Mais t'es prof aussi? Là? Oui, genre, je considère tu sais, je me considère comme 100% bilingue. Je considère que comme les textes que j'écris en anglais sont comme... Tu sais, c'est grammaticalement correct. Des fois, genre, comme poétiquement correct aussi. Mais Mike de Bucky Harris, c'est genre... C'est pas juste parce qu'il est anglophone, dans le sens que genre j'aurais pas demandé. C'est sa job, je pense. Là. Ouais, il est super bon avec les mots, puis comme là, c'est la 2e fois que je fais ça avec lui, je pense. On avait fait ça avec Empathy de Lost Love, où on avait, dans le fond, j'y envoie les tunes, j'y envoie les textes, puis après ça, on se rencontre on s'était rencontrés sur Zoom, puis là, j'y joue la tune avec une guitare acoustique, puis je chante les mélodies, puis tu sais, des fois, il fait comme, tu sais, comme la façon dont t'as découpé ce mot-là, ça sonne comme les syllabes, bizarre. Okay. Des fois, c'est des trucs de syllabes. Des fois, c'est des expressions où il est comme
oh, OK, comme, tu sais, mettons Milk Run, sur cet album-là, ça a été un espèce de chantier de construction, là, parce qu'il était comme, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quand même bizarre comme mais ça. ça se dit comme expression. Oui, mais je parle pas de l'expression, mais je parle du texte qui a été comme, Ah, okay, ouais. ça a été un espèce de chantier de construction, parce que c'est ça aussi, des fois, quand j'écris, puis c'est un peu du free writing, c'est que genre, j'écris, puis genre, je suis comme, ah oui, ça sonne bien même, puis ça va être ça, puis tout, puis lui, il est comme là, pourquoi tu dis cette phrase-là après celle-là? C'est comme, c'est quoi le lien? Okay, je suis comme, quoi, non, ça... Il n'y a pas de lien et il devrait avoir un lien. Okay, genre, c'est pas obligatoire, mais quand lui, il te le réfère d'une manière, ça fait du sens aussi. Ouais. Okay. Puis c'est ça. C'est que... OK. Puis Milk Run, c'est pas... Moi, j'ai pensé que ça parlait de... Ça parle du dernier laitier. C'est un délire. C'est le dernier laitier. Ouais, c'est dans le fond, c'est comme un laitier que ça... Là, c'est la troisième fois on va dire ce mot-là dans le podcast, mais sa job devient obsolète. Okay. Parce que, comme dans le futur, comme finalement, on n'a plus besoin de laitier. Puis là, tu vas me dire qu'ils n'ont pas vraiment besoin de laitier en ce moment. Je suis comme, et voilà. Ouais, mais apparemment, il y en a une coupe en Angleterre. Ah encore. ouais, OK. Je me suis fait dire ça. Ouais. Je sais pas si c'est vrai. C'est Frank Turner qui a comme fait, dude. Ça existe encore. Il y en a encore des Le pire, c'est que moi, je l'avais. Tu sais, j'interprète tout le temps ça trop intense, là. Mais moi, j'avais vraiment vu comme si c'était comme un artiste qui repartait en tournée pour la 1000e fois, puis que ça devenait un petit peu genre. Oh my God. Back in business as usual, puis que c'est la routine qui rembarque, même si c'est cool. C'est ton milk run que tu fais en te promenant de ville en ville, puis tout. J'aime cette version-là, mais c'est vraiment stupide, là. C'est vraiment genre comme, comme, c'est quoi, ils vont m'envoyer dans l'espace pour que je livre du lait dans l'espace. Okay, ouais. Parce qu'il y a je pense que c'est genre, la chanson start, c'est comme genre, je suis dans l'espace, qu'est-ce que je fais ici, crime, je suis juste un laitier, là, comme ça n'a pas rapport. Là. OK, fait que c'est ça ton Easter egg de David Bowie que tu as essayé de me faire trouver la dernière fois. Ça se peut-tu? Ouais. Je l'avais pas trouvé. J'ai écouté l'album, je lisais les textes, puis j'étais comme, je trouvais rien de David Bowie. J'écoutais des petits bouts s'il y avait comme telle ou telle affaire que ça pouvait être ça, puis j'avais rien trouvé. Mais c'est ce tune-là qui est la plus Bowie-esque de l'album, je trouve, parce que... Puis être perdu dans l'espace. Être perdu dans l'espace, puis je sais pas, la progression d'accord, je trouve que c'est un peu comme Bowie-esque. OK, c'est bon ça. Sinon... Carl, qui a l'air d'avoir été beaucoup. Ouais. Carl, là, c'est le Carl Hood, pas le Carl de l'eau et bière. Lui, c'est quoi l'apport qu'il a fait? Parce qu'évidemment, tu collabores avec lui depuis quand même un petit bout. Il a aidé aussi à réaliser les albums avec Hugo, avec Adrian Popovich sur les autres d'avant. C'est quoi son apport dans cet album-là? Dans le fond, cet album-là, là, je voulais le faire le plus, entre guillemets, DIY possible. Puis comme ça avait été comme... Il y a dans un univers alternatif, cet album-là, je l'ai enregistré tout seul de A à Z. Mais là, j'étais comme, tu sais quoi, ça fait, tu sais, genre, Bad Art, j'avais enregistré ça tout seul, puis tout, puis j'étais comme, ça me prendrait quelqu'un avec qui, genre, bouncer les idées, puis tout. Puis comme, Carl m'a aidé beaucoup là-dessus. Puis, tu sais, il a enregistré le drum, entre autres. Puis c'est ça. C'est que, tu sais, moi, j'appelle ça comme de la co-réalisation, dans le sens que on se pitchait des idées puis tout. Puis on a fait des pré-prod ensemble. Okay. Puis c'est ça, le drum, on l'a enregistré dans son ancien studio. Il partageait un studio avec plein de monde qui avait plein de petits studios. Puis il y avait une main room à cet endroit-là. Puis le gars qui a enregistré le drum, c'est... T'as-tu pris son nom? Oui, c'est... mais je vais peut-être le massacrer, puis je m'excuse, là, mais c'est Peter Van Uitfank. OK. Tu sais qui, ça? Il a travaillé avec Mandy Moore, Steffi Choc, Marie-Hélène Thibert, Gabriel Destroismaisons, puis Nicolas Ciccone. Oui. Fait que comment ça s'est ramassé à travailler avec lui? Carl, comme je te dis, il a son studio, là. Et il est plus là. Puis dans le fond, il m'a dit comme, hey, pour taper le drum, là, tu sais, oui, on pourrait aller avec Adrian, comme d'habitude, mais on pourrait aussi y aller différemment cette fois-ci, puis aller avec ce gars-là. Puis j'étais comme, OK. Il dit, moi, non, mais son studio, il est juste à côté. Là. Fait qu'il le connaissait. Là, Ouais. Puis là, il connaissait le travail qu'il avait fait avec Gab des Trois-Maisons. Mais c'est parce qu'au studio, il y a 2 disques d'or, puis c'est Gabriel des Trois-Maisons, puis Mixmania. Ah, Mixmania en plus, OK, quand même. Ouais. Puis là, j'étais comme, je suis en bonne main. Puis, tu sais, le gars était comme, on a pris une journée. Tu sais, c'était le drum la veille, puis le matin, on est arrivé, puis j'étais comme... Ça, c'est un vieux de la vieille, là. C'est comme, genre, comme... c'était comme... Oh, ouais, c'était... Exactement, il a fait la job qu'il avait à faire, puis c'était ça.
Puis après ça, j'avais des journées en banque chez Adrian. J'avais des crédits chez Adrian. Vous n'avez pas tout utilisé lors du dernier. Hein? Puis là, j'étais comme, je vais aller taper de la guitare électrique là-bas. Guitare électrique, guitare acoustique que j'ai faite là-bas. Puis après ça, tout, genre, mettons, la bass, les synths, les voix ont pas mal tout été faites chez moi. Puis ça, j'ai trouvé ça spécial. La voix a été tapée genre en décembre ou janvier ou un truc de même. Puis comme c'était difficile pour moi puis Carl de trouver des disponibilités qui fitaient. Je pense que c'est ça le main issue de pourquoi Carl était pas là à ce moment-là. Puis aussi, moi, j'avais envie de genre, hey, je vais taper les voix. Puis c'est la première fois depuis longtemps que je tape des voix sans avoir d'avis externe qui me dit comme, c'est bon, c'est une bonne take. Ouais. C'est que le résultat fait que sur les 12 tunes que là, il y en a comme beaucoup que c'est comme pas ma première take de voix ou des fois c'est ma deuxième take de voix, mais j'ai pas fait comme 1000 takes de voix comme je fais habituellement sur les autres albums. Okay. Puis ce qui fait que je trouve que sur cet album-là, ma voix est plus comme elle est en show, c'est-à-dire pas parfaite. Ok, non, mais j'ai pas remarqué en fait parce que. Ouais. Ok. Parce que j'allais dire comme. Mais aussi peut-être que genre je deviens meilleur chanteur puis comme c'est plus facile pour moi puis tout. Parce que tu sais, sur la première tune, Small Talk, c'est drôle parce que quand Frank m'a envoyé le premier mix, j'ai dit comme tu peux-tu tone down l'autotune parce que genre je trouve ça pas naturel. Mais tu avais utilisé l'autotune dans Empathy en plus, me semble, dans une tune, ça se peut-tu? Ouais. Ben tu sais, mettons, en général, tous mes albums, il y a un peu du tuning de voix qui se fait par moment. Puis là, il m'a dit non, ta voix est pas tunée. Là. J'ai mis du reverb sur ta voix. Puis j'étais comme oh fuck, ok. Comme, dans le fond, c'est mon range de voix. Là, ouais. Ok. Ben c'est ça, parce qu'en plus, le Small Talk, d'ailleurs, je pense que c'est celle qu'on va avoir mis en intro. Là. Une de mes préférées parce que j'ai souvent des discussions sur le Small Talk en général, puis comment que ça me gosse. Là. Tu sais, si quelqu'un fait du Small Talk avec moi, il va voir à un moment donné mes yeux juste comme devenir vides, puis je vais juste être là, puis je vais penser à 1000 autres affaires pendant que la personne me parle. La première phrase est pour mon père, parce que je dis I don't want to talk about the weather or how bad the traffic was on my way here, parce que toutes les fois que je vais le voir, il me dit puis la route, c'était comment? Puis il me dit quand je parle, tu vois mon téléphone, il me dit là à Montréal, quel temps il fait? Là, je suis comme un petit icebreaker de père aussi, c'est normal, là, mais ouais. Ouais, mais c'est ça. Sinon, mais c'est ça, parce que là, tu as dit aussi de sortir indépendant, tu as sorti sur Music Mansion, tu avais le club, Fantasio Club aussi. Tu as sorti avec Stomp les albums sur Lost Love et tout. Est-ce que de sortir d'une façon indépendante, ça te surprend-tu parce que tu n'as pas eu d'offre ou c'est ça que tu voulais faire en partant? J'ai envoyé l'album à une couple de labels. J'ai eu quelques réponses, mais il n'y a pas rien d'intéressant pour moi en ce moment dans le monde, dans l'industrie de la musique parce que, comme, la réalité, c'est que, genre, je suis à un niveau que j'ai pas l'impression que, comme, mettons, je veux pas nommer de label, là, mais comme les labels à qui j'ai parlé, qui étaient comme, qui auraient peut-être eu de quoi, j'aurais comme fait. Ben, malheureusement, comme, on va se séparer. Des ventes d'albums qu'au final, comme je vais en vendre autant tout seul. C'est ça l'affaire que je me dis. Puis comme. Mais le bon label va te pousser plus. Un super bon label, comme qui aurait. Le label qui m'a le plus surpris, qui m'a répondu, c'est Polyvinyl Records, qui m'ont genre répondu puis qui ont fait comme hey, salut, on prend pas comme les demandes en ce moment, mais comme on a écouté ton stock, let's go, c'est cool. Puis j'étais comme ok, comme, quand même cool ça, mais. Puis pour moi, là, c'est ça, là, comme tu as dit, j'ai été sur plein de labels, puis ça vient avec des bons côtés, puis ça vient avec des mauvais côtés, tandis que quand je suis indépendant, ben comme je vais pas vraiment voir les mauvais côtés en étant indépendant, personnellement. Fait que je me suis dit... Mais t'as-tu envoyé ça à des labels, on va dire, pas next level, mais tu sais, plus des majors, des choses comme ça, que t'as comme tendu des perches à savoir de, tu sais, y a-tu quelqu'un de plus gros que, tu sais, exemple, Stomp ou des affaires de même pour comparer un peu. Là. Parce que ta musique est quand même super accessible pour n'importe qui. Tu es associé au punk rock à cause de ton historique et ton implication. Ben, j'ai envoyé, puis j'ai envoyé ça à des labels comme, mettons, Stomp. Puis comme, tu sais, aussi, je suis pas full intéressant. Là, j'ai l'impression, même si je pense que comme... je pense que comme mes tunes peuvent être bonnes ou catchy puis tout, mais je suis plus jeune.
suis plus un artiste émergent non plus. Ouais. C'est que pour un label, de faire comme... en même temps, tu sais, Jeff Rosenstock puis Frank Turner, c'est la preuve que ça peut fonctionner même si t'es pas émergent tel quel, tu sais. Puis tu sais qu'ils ont eu un impact, puis que je pense même les labels sont très au courant du rayonnement puis de la scène qui a émergé du monde qui a été influencé par Jeff Rosenstock puis Frank Turner, entre autres. Là. Ouais, mais vois-tu, tu sais, Jeff Rosenstock, par exemple, il a été signé sur Side One Dummy en 2015, puis après ça sur Polyvinyl en 2017 ou un truc de même. Puis comme, tu sais, mais lui, comme, tu sais, I guess Side One Dummy, c'était big, puis après ça... Mais dans ma tête, il y avait déjà comme un gros following. Okay, ouais, c'est ça. C'est comme... Ben, c'est ça l'affaire, c'est que les labels, c'est ça qu'ils font maintenant. Ils signent un band qui ont déjà tout entrepris puis qui ont fait des affaires. Ouais. Puis là, je veux pas dire nuire, mais penses-tu que ça t'a nuit le fait que t'es associé au punk rock? Tu sais, j'ai eu un peu cette discussion-là avec Noé Talbot, qu'on peut dire que autant en band, c'est une affaire que carrière solo, c'est un autre truc, que ton following est très ancré dans le punk rock, puis quand que quelqu'un d'externe regarde, il te voit comme étant quelqu'un qui devrait rester DIY ou je sais pas. Tu sais, l'espèce de saut dans le mainstream est plus compliqué quand tu as baigné longtemps dans la scène punk rock, en fait. Non. OK. C'est bon, mais je me suis posé la question en écoutant l'album puis en voyant le côté indépendant, puis je me suis dit, c'est justement une affaire comme ça. Puis tu sais, The Risk, entre autres, je pensais que ça parlait peut-être un petit peu de ça. Tu sais, c'est comme, tu sais quoi? C'est DIY, ça va rester de même, puis c'est le niveau que je suis satisfait. Ça roule tout le temps comme ça, en fait. Oui. 100%. En ce moment, je suis à un niveau que je me dis, jouer de la musique, c'est un passe-temps le fun. Okay. Puis oui, je veux continuer de faire des tournées un peu partout dans le monde, puis voyager avec ça. Puis mais j'ai pas le... Là, mon rêve, je vais te dire, je vais parler de mon rêve. Là, on est en 2025. Devenir docteur. Non, ben oui, OK, ça, on peut en parler plus tard si tu veux. Mais non, un de mes rêves d'ici 2030, ça serait de réussir à me plugger sur une tournée où je fais la première partie d'un band plus gros. OK. Parce que, tu sais, comme... J'en ai fait là, des shows là, où je joue devant pas beaucoup de monde. Puis j'en ai fait des tournées où, comme justement, tu joues devant 20 personnes à tous les soirs. J'en ai fait des tournées aussi où tu joues devant, comme mettons, 100 personnes à tous les soirs. Puis ça, c'est quand même le fun. Mais t'as le côté voyage qui compense pour le. C'est ça. Tu t'en fous un peu. Mais tu sais, je serais curieux de faire une tournée où, comme à tous les soirs, tu joues devant comme un club soda plein ou un Metropolis plein. Puis comme, dans des villes différentes à tous les soirs, puis t'es comme juste genre, t'es le opening act, puis t'as comme une espèce de petit quelque chose à prouver, là. T'as une espèce de comme, je sais que vous êtes tous venus voir le band qui joue après moi ou dans deux bands, mais comme là, genre, j'ai des potentiels. Parce qu'en fait, quand j'ai joué le festival de Frank Turner, c'était un peu ma réalisation, c'était comme, fuck, dans le fond. Imagine ça tous les soirs, hein? Ben, c'est 100% ça que je me suis dit, si à tous les soirs, il y a comme 40-50 personnes qui viennent me voir, puis qui m'achètent de la merch, puis qui me disent comme, fuck, c'est vraiment bon ce que tu fais, on va te suivre si tu viens. Parce que c'est ça, tout le monde me disait comme, hey, si tu viens à m'emmener à Saint-Louis ou si tu viens à m'emmener, tu tournes-tu en Californie des fois? Ou genre, hey, si tu viens, la prochaine fois que tu viens en Allemagne, dis-nous là. Puis j'étais comme, genre, oui, OK. Ouais. Puis, mais je me dis comme, quand tu tournes avec un band qui fait du sens, parce que je trouve que c'est important aussi que ça fasse du sens, genre, je me verrais mal ouvrir avec mon projet solo, tu sais, comme ouvrir pour, je sais pas, le Good Riddance. Tu sais, je ferais comme, c'est comme, les fans vont pas comme. Genre... c'est ça, je sais pas si oui ou non, dans le sens que, tu sais, il y a bien du monde qui tripe sur les billes mélangées. Mettons, peut-être pas Good Riddance, mettons Voodoo Glow Skulls. OK, je sais pas. Non, mais même à ça, c'est le genre d'affaire que je ferais comme, ils doivent pas attirer autant de monde que ça tous les soirs. Mais bref, ça, c'est dans mes rêves. Est-ce que je vais le réaliser? Je sais pas. Je suis dans des perches. Mais tu sais, t'es bien placé pour réussir. Je pense... C'est un truc que j'ai souvent dit à des bands émergents au podcast ici. Tu sais, je vois beaucoup... toi, tu es un exemple, puis je vois aussi beaucoup capable de faire ça, juste de envoyer un message, un email à un booker parce qu'il y a un show qui s'en vient en ville, puis faire open. Puis on dirait que le monde sont gênés de faire ça. Puis, tu sais, dans ton cas, le monde, tu bookes plein de shows aussi, fait que tu as quand même des contacts. Fait que je pense que ça peut fonctionner facilement. Mais pour une tournée, c'est un peu plus compliqué pour le fonctionnement puis tout, là. Puis comme, tu sais... Pas juste faire des shows quand le band va venir dans ton pays, tu fais 4 dates puis il repart avec quelqu'un d'autre. Toi, tu voudrais suivre comme la totale, là, genre 50 dates en 55 jours. Là. Ben, peut-être pas, mais tu sais, genre, ben oui, si on me l'offre, mais là, encore là, tu sais, c'est...
sais, c'est ça, là, c'est comme essayer de rentrer dans un espèce... Puis tu sais, pour de vrai, là, c'est le genre d'affaire que je suis comme, OK, genre, mettons, si je pourrais le faire une fois, puis après ça, retourner à faire des tournées DIY toute ma vie, puis je serais comme, c'est ça. whatever, là, je l'ai vécu, cette affaire-là, puis c'est correct. Ouais. En même temps, tu sais jamais quand t'ouvres, quand des premières parties, tu sais jamais où c'est que ça peut t'amener aussi plus tard, là, si tomber dans l'œil de quelqu'un qui peut justement t'aider plus, là, que... Warner Brothers, Universal. Non, je sais pas, je nomme juste des labels que je connais de même. Ouais. Désolé, ça arrivera pas. Non Warner Brothers, mais peut-être. Mais... Sinon, dans les trucs, j'ai pas full. Ah oui, c'est ça. Ben, tu sais, je pense qu'on va pas avoir full de deep cut aujourd'hui parce que le temps avance quand même vite. Mais dans les affaires qui se sont passées dernièrement, l'album Lost Love Goes to College. Je suis pas venu au podcast depuis ça. La dernière fois, c'était Empathy, je pense. C'était réglé à mort la dernière fois. Parce que j'allais jouer un show avec Dave House, je pense. C'est en 2023. Peut-être, ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'on se rappelle que c'est la 6e fois que Guillaume est invité. C'est ça. Parce que, ouais, mais non, c'est ça. Parce que après l'entrevue qu'on avait faite à Choc la dernière fois, tu m'avais montré le dessin sur ton cellulaire. Puis moi, j'étais comme... c'est sûr que, tu sais, oui, tu m'avais vraiment dit non, il va vraiment avoir un album ska. Ça, je le croyais. Mais quand j'ai vu la pochette sortir, puis que c'était vraiment, tu avais 2 options de dessin, puis pour moi, un ou l'autre était équivalent. C'est ça. Mais est-ce que tu es surpris que le monde ait capoté de même sur cet album-là? Genre, Opoudia, c'était fou, là. Puis il y a même eu le Ska-Fest. Puis ouais, j'avoue que c'était des shows le fun. Le Poudia, c'était Poudia-là, justement, c'était un des... C'est un highlight de cette année-là, en plus. Là. Ben pour moi, ouais, en tout cas, là, je sais pas. Mais... T'avais 2 dinosaures, en plus, qui skankaient puis tout, dans le pit. Je sais pas, là, on a vraiment pas pris ça au sérieux, puis on l'a fait, puis... Mais vous l'avez pas pris au sérieux, mais quand on l'écoute, le monde a fait « OK, c'est peut-être une joke, mais c'est vraiment bien fait, pareil. » Ouais, tu sais, les tunes sonnent vraiment bien, puis tu vois que ça a été fait, enregistré comme... On enregistre un album pour vrai, là. C'est pas juste comme dans le sous-sol, broche à foin, on s'en crisse. Merci Baudet, ça sonne... Il a fait sonner ça très bien. Baudet et les Ficello. Ah oui, les Ficello, c'est vrai, on a fait un documentaire. Un documentaire là-dessus. Je vous invite à aller l'écouter d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des fois, je reçois des messages, des fois, très rarement, je reçois des messages, là, parce que le Slove est en hiatus en ce moment, mais c'est genre des gens ska, là, je sais pas comment appeler ça, des skankers. Des moonstompers, comme dirait Tim Armstrong. Des moonstompers. Puis, tu sais, ils écrivent, puis ils sont comme ça, genre, comme I love your band, nanana, puis tout, puis je suis comme, non, ils pensent qu'on est ska parce que tu regardes le profil de la personne, c'est comme Real Big Fish, Street Life Manifesto, The Planet Smashers, puis je suis comme, puis Lost Love, puis je suis comme, OK. mais vous l'aviez dit en plus, il me semble qu'on avait des discussions que vous considériez pour vrai peut-être faire des tunes ska sur le prochain Lost Love. T'sais. Ouais. Fait que tu sais, ça avec, en même temps. Ben, je pense que le prochain album de Lost Love, il va sûrement avoir il va peut-être avoir des bouts de ska. Mais pas de tunes ska, je pense. Un peu comme le plan Canton, genre. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Mon idée, c'est un peu Get Dead. Ils font comme des espèces de bouts de ska des fois, puis tout. Puis, le petit contretemps pour changer le style un petit peu. OK. Là, je sais, on en a parlé un petit peu au début, mais qu'est-ce qui se passe avec Culture Punk? On peut-tu avoir des détails? Ben oui, Culture Punk, c'est un podcast que j'ai commencé avec Maud Dessureau. Pas de Sureau. Pas de Sureau. On a commencé ça quand? Hein? En janvier ou en mars de 2024, j'ai l'impression. Hein? Puis on en a fait beaucoup d'épisodes dans de 14 mois. Là. Okay. On a comme fait, je pense qu'on était rendu à presque 50, 48. Ah ouais, on a fait 48 épisodes en genre 14 mois, puis on a changé de studio beaucoup. Puis là, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que cette année, après le Poudia, moi, j'ai subi une opération, puis j'allais être en convalescence j'ai été en convalescence pendant genre un mois et demi. Puis après ça, c'était l'été, puis pour moi... L'été, c'était un bon moment pour me reposer. Puis genre, c'est la première été que je fais genre... J'ai rien fait pendant un mois, puis c'était vraiment le fun. Tu sais, j'étais comme... Ben, j'ai rien fait, tu sais, genre...
convalescence l'oblige aussi un peu. Ouais, puis là, j'étais comme juste genre, j'ai dit à Maud, hey, je veux pas comme, je veux comme arrêter le podcast un peu pendant un bout. Ouais. Puis là, je sais, on m'avait même téléphoné pour être le backup. Oui, c'est vrai. Mais moi, ce que j'ai dit à Maud, puisque ce que je pense encore, c'est que Maud, elle devrait continuer de le faire sans moi, le podcast, parce que je pense que ça pourrait être cool que... Parce qu'elle a déjà fait une couple d'épisodes sans moi quand j'étais parti en tournée, justement. Ça fait une continuité aussi. Ouais. Okay, ouais. Puis comme... C'est ça qui se passe en ce moment avec le podcast, parce que puis là, cet automne, j'ai trop de projets sur la glace. Puis le podcast, ça a tout le temps été comme une espèce de projet que je suis comme... ben c'est comme si j'ai le temps dans ma semaine, on pourrait prendre du temps pour faire ça. Mais là, ça n'a pas full de temps dans ma semaine pour faire ça. Ouais. Tu sais, t'as un lancement d'album. Maud est sur la tournée en plus là, du Gang Show puis tout ça. Fait que j'imagine que ça devient de plus en plus compliqué. Là. Puis dans les deux cas, c'est pas des affaires de 8 à 5. Là. Malgré que Maud aujourd'hui n'est pas là parce que je pense qu'elle travaillait pour vrai. Là. Mais on va la recevoir éventuellement dans un autre contexte. Mais puis, tu sais, je vais dire ce qui se passe avec ce podcast-là, c'est que dans ma tête, puis c'est moi qui te pense trop, là, en fait, là, puis ça, je suis pas mal sûr, je l'ai déjà dit à Maud, c'est que, puis elle est au courant, là, depuis le début, moi, je cherche un sens à ce podcast-là, dans le sens que je cherche une espèce de mission. Tu sais, toi, je pense, avec le Clash, ta mission, c'est d'espèce de faire découvrir des bands de la scène locale, puis des petits bands, tu sais, genre, un peu... une scène alternative, punk, hardcore, metal. Comme... C'est l'histoire audio de la scène un peu. Là. Mais ça, c'est ça. Mais tu sais, je pense que au début, ça n'avait pas de sens, mon affaire. Tu sais, moi, quand ça a parti, je parlais de parentalité et d'art. Tu sais, ça a duré genre 6 épisodes, 7 épisodes peut-être. Mais comme c'est à force de faire une affaire, je pense, régulièrement puis constant, ça va venir tout seul. Tu sais, c'est ça, vous autres, vous avez comme parti... direct de même, avec un concept, puis là, il faut que vous l'exploitez jusqu'à temps que ça devienne fluide. Là. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Il y en a peu qui vont partir un podcast, puis dès la première affaire, ça va être pareil que 10 épisodes, 20 épisodes, 30 épisodes plus loin. T'sais. Mais parce que vois-tu, genre, un de mes problèmes, c'est que je sais pas si je veux être drôle, si je veux être pertinent, si je veux être divertissant. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que je veux à être par rapport à ce podcast-là. La chanson I Ain't No Fish sur mon album parle un peu du monde du podcast. Non, mais de l'espèce de conflit de qu'est-ce que je veux faire exactement dans ce cas-là avec ma musique, puis c'est quoi. J'ai l'impression d'avoir plusieurs espèces de vibes ou de personnalités dépendamment de qu'est-ce que je fais. Puis même quand je joue des shows, des fois, je suis un peu en mode genre, regarde, je vais jouer mes tunes, puis je vais pas jaser beaucoup entre les tunes. Genre là, je vais déconner. Là, je file pour genre dire vraiment de la merde puis comme essayer de faire rire les gens. Comme d'autres fois, je suis comme genre, je sais pas, comme j'ai différentes espèces de façons de penser, puis j'ai l'impression que comme avec Culture Punk, j'aurais aimé ça de trouver une espèce de hey, tu sais quoi? Mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on soit drôle tout le temps non plus, parce qu'il y a tellement de podcasts qui essayent d'être drôles. Puis... Mais c'est parce que l'affaire, c'est, tu sais, je pense que l'affaire que, en plus, vous dites, c'est que vous autres, vous voulez pas faire, tu sais, vous préparez pas full de recherche avant de recevoir un invité. Vos invités sont cool à la base. Tu sais, c'est du monde qui ont vraiment comme un parcours super intéressant puis tout. Fait que je pense juste ces discussions-là, si c'est pour être drôle, ça va l'être naturellement avec les anecdotes parce que t'as des bonnes jokes puis d'anecdotes qui se disent tout le temps, tu sais. Parce que moi, j'ai pensé que quand et si on restart Culture Punk, on devrait se faire le contraire puis dire aux invités, c'est toi qui apportes tes questions, là... c'était quoi? C'était Ced Pilon qui avait fait ça, je pense? Oui, mais lui, il l'a fait naturellement, puis c'était bon. Là. C'était un des meilleurs épisodes, pour vrai. J'ai vraiment trippé. C'était bon, ça. Ouais. Mais aussi, Culture Punk, je trouve ça spécial parce que, tu sais, mettons, là, c'est moi puis Maud qu'on gère tout, on a tout géré à deux, puis tu sais, c'est de la job, là, tu sais, faire un podcast, là, ça a l'air très con, là. Mais j'ai eu la discussion avec Émilie Plamondon, justement, là-dessus, qu'elle avait annoncé qu'elle prenait un break. Puis le monde, tu sais, il écoute 1 heure et demie de podcast, mais comme, selon la recherche que tu prépares avant, puis tout uploadé sur YouTube. C'est tous les uploads. C'est tellement de la... D'ailleurs, si quelqu'un veut faire du bénévolat, je peux lui montrer le monde du podcast, ou peut-être j'aurais un petit cachet, vu que j'ai comme un commanditaire Ben Promo présentement. Je cherche quelqu'un juste pour faire... Simon déjà m'aide beaucoup pour le montage audio, mais montage vidéo puis réseaux sociaux puis tout ça. Là. On dirait que c'est ça qui tue la magie de Puis, faire les reels puis TikTok. Je pense que je vais me désabonner. Mais tu sais quoi? Tu devrais pas. Mais tu sais quoi? L'affaire qui persiste par rapport à Culture Punk que je trouve bizarre et intéressant, c'est la quantité de gens qui m'interpellent pour me dire « Oh! »
t'es le gars du podcast. Oui. Là, je suis comme, hein? Peut-être une affaire que tu réalises pas, là. Moi, je pense que mon épisode de podcast le plus écouté, c'est quand moi, je suis passé à votre podcast. Quoi? De tous les épisodes, je suis sûr que... Faudrait que je recheck, là, mais je suis pas certain que mon passage dans un podcast le plus écouté, c'est à vous plus que n'importe quel de mes épisodes. Ah, ouais. Ouais. Fait que tu sais, il y a le côté... Vous avez l'avantage d'avoir quelqu'un qui est comme en musique, puis quelqu'un en humour. Parce que, tu sais, des podcasts d'humour, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que tu te donnes la chance, puis maintenant, tu dis, OK, ben, faut que je choisisse, puis celui-là, je les écoute plus, parce qu'à un moment donné, après, la magie passe vite après un truc. Puis je pense que votre angle pourrait être intéressant à un certain point, parce que vous avez vraiment 2 points de vue différents, mais les deux, vous vivez des moments de showbiz, spectacles différents. T'sais. Mais ce qui est cute aussi avec Culture Punk, c'est que moi et Maud, on se connaissait pas là, avant de commencer le podcast. C'est que j'ai pas re-regardé les premiers épisodes, mais ça doit être quasiment cute de checker genre nos interactions ensemble pour faire comme bon, salut, t'aimes-tu ça? Misfits? Ah, non, j'aime ça. C'est ça. Mais moi, je sais, la première fois que tu m'en as parlé, c'était au show de Flatliners. Tu parlais de quoi? De Maude. OK. C'était au show de Flatliners. Au Club Soda. Au Club Soda. Ouais. Là, tu viens voir, tu dis, hey, je vais sûrement me partir un podcast. Tu connais-tu Maude Dessureau? Puis je la connaissais pas encore. Tu sais, j'écoutais pas le Gang Show. Elle dit, là, tu me disais, hey, fucking drôle, ça va être super bon. Puis tout. Puis comme, je pense, 1 mois après, tu le partais ou 1 mois et demi après. Ouais. Fait que la rencontre avec elle, c'était juste random dans un show. Sais-tu comment je l'ai rencontrée? Non, c'est ça. Elle a fait le Poudja... Poudja Laughs. Poudja Laughs, là, mais en français, là, le Poudja Comedy Club. Puis, dans le fond, moi, je suis pas allé à ce show-là d'humour parce que le Poudja, je t'occupe et tout. Mais je marchais en avant des fouf, puis je l'ai croisée, puis elle avait un t-shirt de Lost Love John Wayne Gretzky. C'est que j'ai crié après, puis j'ai dit « Nice shirt! » Puis elle a dit « Ben, nice band, hein? » Puis là, j'étais comme « OK. » Ça, c'est la première fois que j'ai rencontré. Okay, je suis pas mal sûr. Peut-être qu'elle, quand elle va venir au podcast, elle va raconter un autre moment. Mais dans ma tête, c'était là. Puis après ça, je me rappelle même pas comment ça s'est passé. Je pense que... Comment vous avez abordé le « On se part un podcast » là, dans à la le fond? base, c'était elle qui se partait un podcast sur le punk. OK, ouais. Puis que... je me rappelle plus si j'ai dit comme, ben, tu cherches quelqu'un pour co-host ça? Je me rappelle une soirée avec des amis où comme j'ai dit en blague, genre... j'étais avec Pierrick qui jouait avant dans Bucky Harris. Puis je disais, hey man, on devrait starter un podcast. Toi puis moi, 2 gars qui startent un podcast ensemble. C'est jamais vu. C'est ça va être bon. C'est quoi notre sujet? Hey, c'est pas grave, on est 2 gars. C'est ça marche. Puis là, c'est comme, OK. Puis là, c'est comme on niaisait, puis tout. Puis justement, genre, on riait par rapport à ça. Puis tout. Puis il y a eu comme, la journée d'après, j'ai comme dit à Pierrick, hey man, je pense que je me starte un podcast pour de vrai, mais pas avec toi, je suis désolé. Puis comme, come on, man! Come on! Ça aurait été bon de le faire, là, c'est ça. Okay. Ah, mais ça fait que ça. Ouais, puis aussi, il n'y avait pas le Porcelaine Podcast. C'était ça l'idée de projet, justement. Porcelaine Podcast, c'était quoi déjà? C'était. à cause de la balle de toilette. La balle de toilette, oui, là, ouais. Oui. Puis, Ah ouais. Quelqu'un m'a dit comme. C'est toi qui m'as dit ça, je m'en rappelle plus. Qui a dit. Ben, dans le fond, c'est comme le show d'Éric Salvaire, là. Ah oui, c'est ça. Ben, tu m'en avais parlé, je pense, sûrement dans un des 6 épisodes qu'on a fait ensemble. Là. Mais oui, je pense que c'était ça, l'origin story. Mais tu sais, t'as roulé le. Tu sais, tu fais même des chapitres du Burrito Kind of Guy podcast. Il y a eu plusieurs itérations, autant podcast normal, dans la vanne, en audio, et tout. Fait que... Mais vois-tu, ça serait quelque chose que je serais peut-être plus intéressé personnellement parce que être tout seul, puis que ce soit des one-on-one, puis qu'on parle d'écriture de chansons, ça, j'aimerais vraiment ça, refaire ça. Mais c'est vrai, tu as eu cette version-là aussi. Ouais. La première version de Burrito Kind of Guy, c'était ça. Ouais. C'est qui que t'avais eu Dead Bars? Ouais. Homeless Gospel Choir, je pense que j'avais écouté puis tout. Fait que... Jen Fiorentino, j'ai reçu comment elle s'appelle? Jenny qui jouait dans Bad Cop. Maxwell Stern, Signal Smith West. J'ai reçu plein de monde que, comme justement, je lançais des perches. Puis en ce moment, mon réseau de contacts fait que si je restarte ça, je vais pouvoir avoir du monde comme encore plus big que ça sur le podcast. C'est que je serais intéressé un jour. Mais tu sais, puis tu peux le faire aussi par saison. Là. Moi, c'est ça. Moi, je suis comme pas capable d'arrêter. J'ai l'impression que si j'arrête, tout va arrêter. Mm-hmm. Mais tu sais, si tu fais des saisons, ça peut fonctionner aussi. Tu sais, l'album podcast, tu fais ça, puis ces affaires, ça roule super bien, puis c'est excellent. Tu sais, prendre un break, ça doit aider aussi à repartir après. Puis c'était vraiment intéressant, là, je pense, le podcast justement sur l'écriture. Puis c'était hot, là. Mm-hmm. Fait que tu peux pas sortir le podcast de toi, mais tu peux sortir
toi du podcast? Quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je voulais faire de la radio. Ah ouais? Ouais, un moment donné. Puis après ça, j'ai comme fait ça, alors compliqué. Ah, c'est vrai. C'est une question que j'avais pour Maud d'ailleurs. Elle aussi, c'est ça que j'avais vu. Vous aviez cette connexion-là. Peut-être que c'est quoi pourrait vous engager? Hey, Colin. Faudrait qu'il me paye cher pour me lever à 2h du matin. Ouais, c'est ça, là, pour être motivé puis être trop intense. J'essaie de regarder, voir. Je dis que je ne vais pas poser de petites questions deep cut, mais pourquoi pas pour finir? Deep cut. Mais, oui, puis non. Tu as parlé de Bad Art tantôt. Est-ce que c'est le seul autre album que tu as enregistré des vocales 100% chez vous? Parce que de ce que je comprenais, c'était le seul qui t'avait fait, on va dire, DIY comme ça. Ouais, ben il y a. Après ça, je pense que j'ai sorti un espèce de EP qui s'appelle Guillaume Sings Songs of Lost Love. Okay, ouais. Ça aussi. Mais je compte pas vraiment ça comme un EP. I guess que c'en est un, mais. Puis sinon, non, j'ai rien fait d'autre tout seul. C'est pour ça que là, c'est la première fois que tu le fais à grande échelle, on va dire. Là. Oh, ouais. OK, mais tant deep cut. Excusez, il faut que j'aiguille tout, là, des fois, j'oublie. Mais je pense que j'ai été pas pire cet épisode-là pour aiguiller la caméra. C'est sur YouTube, ça? Ça va être sur YouTube, oui. Oh, ou ça l'est en ce moment, parce qu'on parle à du monde qui l'écoute sur YouTube, d'ailleurs. Salut, je vais saluer le rat de Matchup qui a de l'air à apprécier mes épisodes vidéo puis qui dit qu'il y a plusieurs personnes qui aiment mieux l'écouter en vidéo. Ouais. Moi, ça m'a surpris. Hey, donc, le rat, j'ai un message pour toi. Matchup, elle va pas m'emporter en tournée, moi. C'est le fun. C'est une bonne idée. Ouais. Un bon fit en plus. Ouais. Voilà. J'ai une anecdote de Matchup pour toi. Ouais. 2016, je jouais à Thetford Mines avec The Matchup. Puis je connaissais The Matchup. J'avais sûrement déjà joué des shows avec eux. Puis c'était moi, Noé Talbot, puis The Matchup à Thetford Mines. Puis là, calisse qu'il y avait du monde au show. Puis j'étais comme, ben voyons donc. Puis là, j'étais comme, c'est là que j'ai réalisé, qu'est-ce que The Matchup, il attire du monde à Thetford Mines. Puis j'ai fait comme, crime, ok, là, c'est comme. C'est une expérience voir Matchup en show. Là. Ben oui, c'est fou. Là. Puis c'était en 2016, là, c'est comme, tu sais. Ouais. Puis le lendemain, moi et Noé, on est allé voir Frank Turner pour la première fois de ma vie au Corona. Et voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Mais Deep Cut, Sing Songs of Lost Love. J'avais lu un petit peu le descriptif. Je pense que c'est sur le Bandcamp que c'est écrit ça. Tu avais dit qu'après avoir essayé quelques shows sous différents noms, tu as finalement décidé d'en... C'est quoi les différents noms? Oh! T'es-tu prêt? Ouais. Je sais pas c'est quoi le premier nom que j'ai eu acoustique. C'était peut-être genre The Filthy Streakers acoustique. Ça s'appelait peut-être de même parce que c'était comme dans le temps que j'avais mon band de ska. Puis il y avait le hype post-cégep en spectacle, Omnium du rock. Il y avait ce hype-là, bizarrement. Ouais. Puis après ça, j'ai fait des shows en 2012 sous le nom de This Is Fire. Ah ouais? OK, ouais, je savais pas. Ouais, ça s'appelait de même. Je trouvais pas de nom, puis ça s'appelait de même. Ça s'est appelé pendant un quart de seconde A Guillaume Scream. C'est bon, OK, ça. Parce que, dans le fond, j'avais un show booké à Paris en 2014. Puis là, on m'a demandé sous quel nom tu veux qu'on mette ça. Puis j'étais comme, je sais pas, j'ai pas encore de... Bah, si tu veux, on appelle ça Guillaume Scream, hein. Puis j'étais comme, OK. Puis il y a un poster à quelque part. Ah ouais, c'est Guillaume Scream. Puis je me rappelle plus les autres bands dessus, mais comme il y en a un... Willem Scream existait déjà en 2014. OK, ça, j'étais pas sûr. C'était comme bien... Les gens connaissaient quand même ça aussi à ce moment-là. Puis... C'est ça qui était drôle. Puis quand je me suis appelé après ça. Après ça, ça a été Guillaume de Lost Love longtemps. Jusqu'à temps que j'ai comme fait, bah là, je vais dropper le Lost Love. Là, à un moment donné, les gens vont... Il y a encore des gens, par contre, que quand ils me bookent des shows, ils écrivent Guillaume, entre parenthèses, Lost Love. Puis je suis comme, OK. Ouais, mais je joue plus de tunes de Lost Love en show, justement, parce que... Mais je pense que c'est un bon... En passant, mon pour les gens qui écoutent à l'audio, c'était pas genre wash, c'était plus genre comme je suis rendu avec 4 albums solo. Ouais, c'est ça, ils sont tous là. On est plein de props, là, mais. Ouais. Mais. Alors, c'était quoi donc je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Mais l'autre truc par rapport à ça, c'est. Mais tu sais, même si le monde amène des posters puis que c'est écrit Guillaume de Lost Love, j'ai toutes les éditions spéciales. Tu sais, moi, je serais le gars qui aurait acheté 2 cassettes de 2 couleurs différentes. Pas si spécial, celle-là. C'est la version bleue. La jaune, c'est la plus spéciale. Ah, je savais pas. Ouais. Mais maudit. Mais c'est ça, le fait de mettre Guillaume de Lost Love, je pense que c'est plus pour... Couvrir un... Aider la promo de l'événement. Ah ouais. Tu sais, moi, je me sens tout le temps mal aussi de dire, je sais pas, j'invite telle personne au podcast, puis là, de telle band, mais tu sais, genre que le band n'existe plus, puis des affaires de même, mais c'est juste pour... piquer la curiosité, mais moi, avec juste cette réflexion à chaque fois que je le fais. Dépendamment des endroits, là, maintenant, il y a des gens qui me disent c'est quoi Lost Love. Là. C'est comme. Ah ouais? Genre, okay. ouais.
Fait que je suis comme, OK, I guess il va falloir repartir ces rails du Lost Love bientôt. Ouais. C'est quoi, il y en a un qui est pas revenu non plus. Il a fait un petit quick dip au Poudza Fest pendant Bucky Harris. Mais c'est ça. Dave, il habite encore en France. Il devrait revenir un moment donné. Puis à ce moment-là, on va se réunir, on va trouver quelqu'un pour jouer de la bass. À ce moment-là. Puis, Maude, mais pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Tout le monde en cherche des bassistes. Puis par rapport à l'affaire de Sing Songs of Lost Love, tu disais que le premier show que tu as fait, c'est quand un band n'a pas pu se présenter. Oui. C'était quoi? C'était quel band qui a pas pu se présenter? Je me rappelle pas. OK. Je me rappelle même pas. Fait que c'était genre 2017, 2018. Non, c'était en 2011. C'était le Underground Fest de Steve Martin à Rimouski. OK. Puis je me rappelle même pas c'était quoi Steve Martin, c'est pas lui qui a comme enregistré des affaires de... Moins cher à douzaine puis tout, là. Puis pas ma Fast Mullet ou... Non, oui, c'est le gars qui a enregistré Fast Mullet, ouais. Ou Sac Attack ou je sais pas trop quoi. Pas Sac Attack, mais Fast Mullet. OK, c'est bon. Puis... Ah ouais, ça c'est une pièce d'anthologie, un album de Fast Mullet. Attends, je vais le mettre ici, on va mieux le voir. Ouais. Ouh là là. Ça c'est une photo en passant... C'est illégal de prendre cette photo-là. Là. On l'a pris... T'écris Mullet sur Google à l'époque, puis c'était la première photo qui sortait. Puis récemment, j'ai rechecké, puis c'était là. C'était comme dans les 5... C'est encore le même dude. C'est le même dude avec son Mullet. Ah, c'est bon. Mais ouais, non, c'est ça, je me rappelle plus du band. Peut-être que Steve s'en rappelle. Il roule-tu encore? Il enregistre encore des albums? Ou Je sais pas s'il enregistre encore des albums, mais il organise encore des shows des fois à Rimouski. Là. Il a fait venir General Chaos là, à Rimouski, c'est comme props. Très cool. Ouais. General Chaos. Un jour, il faut que je les re-reçoive bientôt. J'ai un projet pour eux là, de les inviter dans un concept justement de mix d'artistes, là, comme que Maude éventuellement va être invité dans ce format-là. Pour vrai, je check un peu le temps, puis je sais pas si on va faire le tour parce que aussi, il faut que j'aille à une rencontre de parents de basket, de sport-études, d'école secondaire. Le Clash Podcast! Ça retourne à la parentalité tout le temps. Fait qu'on va avoir commencé ça avec Small Talk. Je vais finir ça avec Hangover Cure. Comme ça, on va faire découvrir une tune qui n'a pas encore de single et un single d'ailleurs qui a le vidéoclip filmé ou édité par Alexandre Charon. Les deux. Les deux? OK, c'est ça. Bon montage, serré, rapide et... ouais. Fait que, easy peasy. Ouais. Merci, Alex. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Oui, puis pour la suggestion des Insoumises, j'ai décidé de mettre All My Friends Have Kids parce que c'est toi qui m'as suggéré cette band-là. Tu suggéré cette band-là? Ouais, tu m'as dit... Je capote sur cette band-là. Fait qu'on va écouter Eating Us Alive. Puis c'est ça. Je suis allé en écouter par après, puis j'étais comme... Tu sais, je pense que c'est tous des musiciens qui ont d'autres projets professionnels à un certain point. Ils ont l'air d'être des professionnels. Ouais. Genre, je pense que c'est des gens qui sont... Là, je me trompe sûrement, là. Mais est-ce que j'ai compris? Il y en a au moins 2 dans le band que comme c'est des professionnels, des musiciennes professionnels. Je pense que la chanteuse, elle chante solo aussi, de ce que j'ai compris aussi et tout. Puis, tu sais, c'est un très bon pop-punk. Puis, tu sais, ça, tu vois, c'est... pas complexe, mais je pourrais dire, tu vois que c'est vraiment bien écrit, puis le drum est vraiment... Ouais, c'est vraiment solide. Fait que c'est pour ça, c'est un band de Québec, si je ne me trompe pas. Fait que allez découvrir ça. Je pense qu'ils ont... Là, ce que je vais mettre a sorti en 2023, fait qu'il y a peut-être des nouvelles tunes qui vont sortir éventuellement et quoi, mais on attend le prochain stock pour voir qu'est-ce qui se passe. Yes! Fait que merci beaucoup, Guillaume. Merci! Toi, j'ai mis le 3e plan, comme ça, on va voir les deux. Hey, on peut peut-être faire